Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Faut qu'on en parle. Dans celle-ci, nous aborderons un sujet qui peut tous nous concerner, le burn-out et la charge mentale. Est-ce notre rythme de vie actuel qui nous pousse à bout ? L'année 2022 a vu une explosion des cas de burn-out et de stress liés à la charge mentale. Est-ce un signe des temps ou un appel au changement ? Avec nos experts en plateau, nous allons explorer les différentes facettes de cette tempête intérieure que beaucoup d'entre nous ressentent. Nous allons creuser ces questions et chercher des pistes de solutions. Comme toujours, cette émission est la vôtre. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP ou appelez notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75. Et pour enrichir ce débat, je suis comme toujours en compagnie de la talentueuse journaliste Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. L'année 2022 a été marquée par une augmentation alarmante des cas de burn-out, de charge mentale et de troubles de la santé mentale. Ce phénomène est-il cyclique ou sommes-nous à un point de basculement ? Dans un monde en constante évolution, la question de la santé mentale est devenue plus pertinente que jamais. Le stress et la pression au travail, ainsi que les exigences de la vie quotidienne, ont conclu à une augmentation des cas de burn-out. Certaines populations, notamment les travailleurs de la santé et les parents, sont les plus touchés que d'autres par ces problèmes de santé mentale. La détérioration de notre bien-être intérieur a des conséquences directes sur notre santé globale. On parle désormais de charge mentale, un terme qui reflète l'impact psychologique des responsabilités quotidiennes sur les individus. Mais qu'en est-il de la tempête intérieure que beaucoup traversent ? Nos spécialistes en plateau répondront à vos questions. Des mesures sont prises pour améliorer la santé mentale. Le développement personnel est devenu une voie de plus en plus explorée pour gérer le stress, la charge mentale et permet d'éviter le burn-out. Est-ce la solution à nos problèmes ? Burn-out, charge mentale, notre société nous en demande-t-elle trop ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons Sabrina Pidolo, qui est formatrice et coach professionnelle, fondatrice d'Optimo Coaching à la Garde et Sherpa au sein de WeTalk. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On a Elodie Bonetto, la psy 3.0 sur les réseaux sociaux, psychologue. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons aussi Valérie Avez, qui est présidente de l'association des professionnels de l'hypnose et de la PNL. Bonsoir Valérie. Bonsoir à tous. Cécile Gorin, qui est psychiatre. Bonsoir. Bonsoir. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez vu le sommaire de l'émission en vidéo sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, vous avez été très curieux. Vous nous avez posé de nombreuses questions. Commençons tout de suite cette partie avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur la santé mentale en France ? Oui, la santé mentale est un enjeu majeur en France, touchant en grande partie la population à différents degrés. Les chiffres révèlent une situation préoccupante, notamment en ce qui concerne la consommation de médicaments psychotropes et les taux de dépression et de suicide. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, près d'un cinquième de la population française, soit environ 13 millions de personnes, sont touchées par des maladies mentales ou des troubles psychiques. Les Français détiennent le triste record d'être les plus gros consommateurs de psychotropes au monde. Près d'un quart de la population consomme des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères et autres médicaments psychotropes. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de la dépression et du suicide ? Oui, la dépression, c'est l'un des troubles mentaux les plus répandus en France. Elle touche environ 15 à 20% de la population générale au cours de leur vie. Environ 3 millions de personnes en France souffrent de problèmes psychologiques sévères. Le suicide représente la première cause de mortalité entre 15 et 35 ans. En 2017, il faut noter quand même que près de 8300 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine, ainsi que 200 000 tentatives. Bien que le taux de suicide, lui, ait diminué depuis 2000, la France reste l'un des pays européens avec le taux le plus élevé. Une mauvaise santé mentale peut-elle avoir un impact sur notre santé physique ? Oui, environ 60% des personnes atteintes de troubles mentaux tels que la dépression et l'anxiété souffrent également de maladies physiques chroniques comme le diabète et les maladies cardiaques. Les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux sévères, eux, ont une espérance de vie réduite
de 10 à 20 ans même par rapport à la population générale. Il est donc important aussi de noter que les troubles mentaux ne se limitent pas aux effets psychologiques. Ils ont également un impact significatif sur la santé. Par exemple, les hommes dépressifs sont à un risque accru de cardiopathie de 70% et les personnes âgées dépressives, eux, sont exposées à un risque excédentaire de cancer de 88%. On passe tout de suite à la réaction de nos auditeurs. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Manon de Nantes qui nous avait laissé un message sur le répondeur. La santé mentale a longtemps été tabou. Je suis contente aujourd'hui d'entendre des vraies émissions sur le sujet. Jordan de Paris, je suis en dépression depuis des années, c'est triste, mais il n'y a pas de solution. Un traumatisme reste un traumatisme, mais c'est hallucinant le nombre de personnes dans le même cas que moi. Notre société nous en demande-t-elle trop ? C'est la question de ce soir. Les cas de burn-out qui augmentent la dépression, on entend parler de charge mentale. Mais avant de commencer cette émission, on va prendre quelques minutes pour bien définir les différents termes. On va peut-être demander à Elodie qu'est-ce que c'est la dépression et le burn-out, mais surtout quelle différence ? Alors, la dépression est avant tout un trouble mental qui est assez courant, comme vous avez pu le dire en introduction. On estime donc qu'il y a 5% des adultes qui souffrent de cette pathologie dans le monde. Elle se caractérise particulièrement par une tristesse persistante, un manque d'intérêt, de plaisir pour des activités qui étaient auparavant enrichissantes ou agréables pour les personnes. Elle peut également se traduire par des troubles du sommeil, de l'appétit, il y a de la fatigue, des difficultés de concentration qui sont très fréquentes. Pour ce qui concerne le burn-out, l'Organisation mondiale de la santé va définir l'épuisement professionnel. On va parler donc d'un sentiment de fatigue intense, une perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets dans son travail. Cécile, quelque chose pour compléter ? Oui, tout à fait. Alors, je dirais que le burn-out, qui est en fait une notion relativement récente, même si on en parlait déjà au siècle dernier, on parlait à l'époque de neurasthénie, de fatigue pathologique. Aujourd'hui, on est sur une définition du burn-out qui nous vient de l'anglais, enfin, burn-out au sens de griller. C'est défini par une psychologue américaine qui avait spécialisé dans le domaine du stress et de l'épuisement, qui avait parlé d'un processus de dégradation du rapport subjectif au travail à travers l'épuisement émotionnel, c'est-à-dire une anxiété, une tension musculaire, une tristesse de l'humeur, à travers un cynisme vis-à-vis du travail, une déshumanisation, une indifférence relationnelle et une diminution de l'accomplissement personnel au travail, comme le disait Elodie, avec une réduction de l'efficacité professionnelle. La différence avec la dépression, c'est que la dépression est reconnue comme une entité pathologique. Elle fait partie de la classification du DSM, le manuel statistique des troubles mentaux. C'est une maladie mentale qui est caractérisée par une durabilité et des symptômes très spécifiques, notamment la tristesse, l'humeur dépressive associée à l'inhibition psychomotrice, c'est-à-dire le ralentissement psychomoteur, qui associe un certain nombre de symptômes, auxquels on peut rajouter des troubles anxieux, des troubles du caractère, des troubles du sommeil et de l'appétit. Donc ce sont des maladies qu'on peut qualifier de maladies mentales. Pour ce qui est de la dépression, oui. Le burn-out, c'est un peu plus controversé, même si aujourd'hui on en parle beaucoup plus. On parle d'un mal d'époque, en fait, pour parler du burn-out. Et de plus en plus, les autorités de santé publique, l'HAS notamment, parlent du burn-out et font des fiches à cet effet. Mais on va dire dans la communauté médicale, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'étape préalable à la dépression. Mais le burn-out peut se manifester par un état dépressif caractérisé qui va nécessiter des soins. Oui, c'est vrai que ça apparaît pas encore dans les classifications des troubles mentaux, notamment des DSM-5, la CIM aussi. Et justement, comment on distingue un burn-out d'un, entre guillemets, simple stress quotidien du travail professionnel ? Elodie ? Ce qui va se passer, c'est que le simple stress n'empêche pas de fonctionner d'une certaine manière. Là, on se retrouve avec des personnes qui se lèvent un matin et il n'y a plus de jus, quoi. Il n'y a plus de jus. Elles ne peuvent plus fonctionner comme elles fonctionnaient auparavant. Donc, c'est vraiment l'intensité et l'aspect aussi brutal de cet effondrement. Sabrina, quelque chose à compléter sur le stress professionnel ? Oui, tout à fait. Disons qu'en effet, il y a un effondrement brutal, mais il y a des symptômes qui sont installés dans le temps. Et ce qui est complexe, c'est que les personnes qui sont atteintes de burn-out n'ont pas vu venir la chose. Alors nous, dans le coaching, on est vigilant. Je vais juste un petit peu développer. Dans le burn-out, il y a vraiment trois tendances. Il y a ce qu'on appelle en effet le burn-out, l'épuisement émotionnel, physique et mental, dû en fait à un stress chronique. C'est-à-dire que les personnes s'habituent à leur stress, vivent dans une situation de stress,
une pression excessive et en fait, il y a un déséquilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Mais il n'y a pas que ça. Nous, en tant que coach d'entreprise, on constate qu'il y a des personnes qui vivent ce qu'on appelle le bore-out, excusez-moi pour mon anglais, B-O-R-E, out, lorsque les tâches deviennent monotones et sans intérêt, quand les personnes se sentent sous-utilisées et démotivées, engendrant un profond ennui, une perte de sens. Il y a ça, et il y a un autre phénomène, c'est le burn-out, où les gens perdent en fait le sens dans leur travail, doutent de leurs compétences et de leur contribution, et ça crée chez eux en fait une déconnexion entre leurs valeurs personnelles et les réalités de l'entreprise. Donc vous voyez, tous ces points-là, on va dire, de stress, de déséquilibre de vie, de désintérêt, de perte de sens, il y a plein de symptômes concrets que l'on peut constater avec des indicateurs précis. Vous voyez, comme de l'absentéisme, des arrêts de travail, etc. Ça se note, en fait, ça se voit. Oui, totalement. Valérie, quelque chose à ajouter ? Oui, je rajouterai, dans le cadre de mon travail, j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, en fait. Je me suis spécialisée dans le burn-out des chefs d'entreprise. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a en fait plusieurs stades, entre parenthèses, de burn-out, plusieurs niveaux. Il y a le premier niveau que je qualifie d'épuisement professionnel, tout simplement. Donc, qui s'observe par une fatigue. Voilà, le matin, on se lève, on est fatigué, on ne sait pas trop pourquoi, on n'a rien fait de plus la veille. Ensuite, toujours dans l'épuisement professionnel, il y a la démotivation de la personne. Ça devient compliqué d'aller au travail. Il faut trouver vraiment la motivation, on recherche. Et il y a une caractéristique aussi qui est du trouble de la concentration. C'est-à-dire, on n'arrive plus à travailler. On lit un papier, on lit un mail, on lit un message. C'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à interpréter. Et ensuite, il y a le niveau qui est au-dessus, que je qualifie moi de burn-out. Donc, c'est la fatigue intense. Et on rajoute la déshumanisation, je dirais. C'est-à-dire, on évite de fréquenter les gens parce que ça nous demande un trop plein d'énergie. On évite de fréquenter les gens. Il y a un désinvestissement dans le travail et peuvent se rajouter des symptômes somatiques. Et ensuite, il y a la phase finale, enfin pour moi, que je qualifie de phase finale, qui est ce que j'appelle le craquage. Donc, ça peut être des personnes qui deviennent violentes, qui cassent tout autour d'elles ou qui vont avoir des gestes plus ou moins violents. Le corps ne répond plus. C'est un mécanisme, c'est le cerveau en fait qui met un mécanisme de protection et qui oblige en fait la personne tout simplement à rester couchée et à ne plus aller travailler. Voilà ce que je vois dans le cadre de mes accompagnements. Jordan, lui, lors des réactions, nous parlait de traumatisme dans sa réaction auditeur. Quels sont les facteurs qui peuvent contribuer aux problèmes de santé mentale, à ces traumatismes-là ? Cécile ? Alors, il y a plusieurs facteurs possibles. Si on est dans la question professionnelle du travail, c'est effectivement la surcharge de travail, l'inadaptation au poste de travail, c'est-à-dire quelqu'un qui va pas forcément avoir les compétences requises par rapport au poste qu'il est censé odorer. Ça va être la pression professionnelle, la pression hiérarchique qui va être aussi mise en place. Et on parlait du stress tout à l'heure. Je crois qu'il y a plusieurs... en fait, le stress, c'est quoi ? C'est la façon... C'est une réaction physiologique d'adaptation de notre organisme vis-à-vis de ce qui va être changement dans l'environnement. Donc, c'est notre capacité à nous adapter au changement. Et dans ces situations-là, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de réaction au stress. On parle d'alarme, de résistance et puis après d'épuisement. L'alarme, c'est qu'au départ, on va se préparer à faire face à la situation de changement. Donc, on va se préparer à ce nouveau poste, par exemple. Et donc, notre organisme va réagir immédiatement en libérant même des hormones, ce qu'on appelle les catécholamines. C'est par exemple la même réaction que l'animal face au prédateur qui va mettre en œuvre tous ses sens pour pouvoir, une fois qu'il a repéré l'arrivée du danger, se mettre en hypervigilance, augmenter sa température corporelle. Et c'est pas la même chose pour celui qui s'adapte professionnellement à son nouveau poste. Puis après, si la situation persiste, que la phase de stress se poursuit, l'organisme va rentrer dans une phase qu'on appelle de résistance. Et peu de temps après cette première phase, il y a de nouvelles hormones qui vont être sécrétées. Donc là, c'est les glucocorticoïdes qui sont sécrétés par une glande particulière qui vont augmenter le taux de sucre dans le sang. Donc c'est utile sur le moment pour pouvoir se soustraire au danger, par exemple, pouvoir faire face à une situation de surcharge au travail, de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de réactions de l'organisme pour pouvoir faire face. On va dormir moins, on va être plus productif. Mais lorsque cette phase, elle se prolonge et que la situation de stress devient plus intense, l'organisme va rentrer là dans une phase d'épuisement.
Et à ce moment-là, les capacités de l'organisme vont se déborder et on va avoir une autorégulation des glucocorticoïdes qui va devenir inefficiente. Donc l'organisme va être vraiment submergé par des hormones activatrices qui, si les tentatives de modification de la situation se révèlent inopérantes, vont devenir délétères pour la santé. Et là, on rentre dans la pathologie. Effectivement, très complet. Merci beaucoup Cécile. On l'a dit en introduction, près d'un 1/5 de la population française souffre de troubles mentaux. Quel est le trouble mental le plus fréquent, Élodie ? Alors, d'après mes connaissances, il me semble que c'est les troubles anxieux et la dépression. Oui, je confirme. Les troubles anxieux en chef de file. 1/5 de la population, ça fait beaucoup. Comment le système de santé français prend-il en charge tous ces troubles mentaux, Élodie ? Vous êtes vraiment sûre de vouloir mon avis ? Voilà, la parole est libre en France, on a le droit de tout dire. Enfin, tant qu'on ne fait pas évidemment de diffamation ou autre, il n'y a pas de souci. Alors moi j'estime que sur le plan gouvernemental, il y a eu des tentatives de prendre en charge les choses de manière plus opérante. Il y a eu des financements de psychologues oui, gratuits, des choses comme ça. Enfin, alors 8 par an, il me semble. Des séances de psychologie gratuites, des trucs comme ça. Ça s'appelait mon dispositif, mon psy, qui s'appelle aujourd'hui le parcours. Aujourd'hui, s'appelle le parcours, mon parcours psy, me semble. Alors malheureusement, c'est une bonne tentative, mais qui a été boycottée par 93% de la profession, parce que la manière dont ça a été pensé pour les psychologues, sans les psychologues. Et ce dispositif, la manière dont il a été pensé, ne répond pas à nos obligations, nous, déontologiques et éthiques, en tant que professionnels psychologues. Et du coup, on ne peut pas y adhérer véritablement. Donc, on est en train d'essayer de se faire entendre par le ministre de la Santé, mais qui n'a pas vraiment décidé de travailler sur ce projet différemment, en tout cas. Voilà. Cécile, oui, j'enchaîne. Effectivement, c'est un coût énorme, la santé mentale au niveau de la santé publique, en termes à la fois de consommation de psychotropes, vous en parliez là en début d'émission, en termes de soins psychiques, d'hospitalisation, de soins, en termes aussi de coûts socio-professionnels, c'est-à-dire d'arrêt de travail et de conséquences aussi dans le milieu de l'entreprise. C'est absolument catastrophique en termes de charges. Alors le problème, c'est qu'on connaît tous la situation de la santé en France d'une manière générale, et évidemment le secteur de la psychiatrie et de la psychologie n'est pas le mieux doté, malheureusement. Beaucoup de services ferment, on est dans une situation où même les soins des urgences en ce moment, mais voilà. On parle des urgences, mais de tout ce qui est les soins de secteur, c'est-à-dire les soins, l'hôpital public qui est censé accueillir les patients en dépression, les patients qui ont des troubles mentaux au sens large, sont aussi dans des situations d'une grande précarité sur le plan des effectifs. Donc, on le voit, moi, ça fait plusieurs années maintenant que je travaille en milieu hospitalier. On voit cet effet, et donc il y a une dégradation du niveau du soin qui est liée aussi à ce sous-effectif. Donc, tant qu'il n'y aura pas de valorisation aussi de la profession et des secteurs, mais sur une échelle plus large, même de la santé, on n'aura pas forcément les résultats escomptés. Et puis, sur le plan public, pour les personnes qui ont des problématiques d'ordre psychologique, elles vont être amenées parfois à aller dans des centres médico-psychologiques, les fameux CMP, mais malheureusement sont très peu ou mal dotés en fait en termes de moyens, et il y a des délais qui sont très importants encore, on est parfois sur des délais de 6 mois voire plus, pour au final rencontrer un infirmier. Ah oui, et dans des situations d'urgence psychiatrique. Exactement. Donc ça va ne faire qu'amplifier la problématique avec des patients qui sont plus graves quand ils arrivent aux urgences. Alors, je vois que nos non-médecins, on va dire, veulent parler. Sabrina, disons que là, ce constat, il est indéniable et il date pas d'hier. Mais moi, je vais avoir quand même une ouverture un peu optimiste. Il y a une percée qui est en train de se faire, sincèrement. Avec ce que l'on vient de vivre au niveau de la Covid, il y a eu clairement un impact majeur au niveau de la santé mentale auprès des personnes, des individus et particulièrement en entreprise. On a pu noter une dégradation de la santé mentale des différents individus, collaborateurs, salariés, dirigeants, etc. Et nous, à cette époque-là, alors je parle en termes de professionnels de la relation d'aide, de dirigeants, managers et au sein des entreprises, quand il y a eu ce problème-là, on s'est retrouvé un petit peu démunis, c'est-à-dire qu'individuellement au sein de nos cabinets, c'est clair que la tâche était énorme par rapport aux problèmes que les personnes, les individus rencontraient. Et puis, on s'est réunis.
C'est-à-dire que là, par exemple, je parle typiquement, comme vous l'avez annoncé en introduction, je suis Sherpa pour WeTalk, qui en fait est une solution innovante qui a été créée par David Dupré, son fondateur. Quand on a vu ça, on s'est dit comment faire pour répondre à ce problème de santé mentale qui s'est étendu, où les personnes se sentent isolées, même au sein des entreprises. Et il y a eu cette solution innovante d'accompagnement au sein des entreprises distancielles, où on a pu au moins créer des espaces de parole, alors que ce soit thérapeutique ou de coaching, où les entreprises qui sont les dirigeants ont été clairement éveillés sur cette problématique, et avec tout ce qui est leur responsabilité concernant la qualité de vie et des conditions de travail, et puis même ne serait-ce que pour apporter leur pierre à l'édifice, ont contribué à installer en fait des espaces où les individus pouvaient parler de problématiques, qu'elles soient d'ordre personnel ou professionnel. Et ça, c'est fort parce que il y a cette portée, cette solution qui est née au sein de la Covid, s'est étendue, s'est développée auprès d'entreprises majeures, à tel point qu'on s'est réunis, on est devenus dans les leaders du marché en fait de cette solution. Et avec des organismes comme Malakoff Médéric et d'autres, on est en train de chercher justement à avoir des prises en charge de ces solutions qui sont d'utilité publique. Et du coup, c'est une percée. Parce que ça commence, en fait, ce qui est complexe dans la santé mentale, c'est que ça peut ne pas se voir, ça peut passer, c'est vicieux. Déjà, les individus eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette problématique, ça s'installe petit à petit jusqu'au craquage. Alors ça peut être un pétage de câble, comme l'a énoncé Valérie, ou un effondrement, plus pouvoir se lever. Valérie, justement, vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet ? Oui, je voulais rajouter à propos de la prévention, justement, je m'aperçois lorsque j'accompagne des personnes et des chefs d'entreprise, en fait, tout le monde parle du burn-out. Voilà, on a tous entendu parler du burn-out. Sauf que le burn-out, c'est l'arlésienne un petit peu. On ne sait pas ce que c'est, quoi. Voilà. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Comment le repérer et tout. Voilà, comment repérer. Les gens s'imaginent que c'est un petit peu de la dépression, de la déprime. Donc, voilà, donc voilà ça ce se que voit j'observe. facilement qu'on soit au bout du rouleau ou autre. En fait peut-être pas. On n'a pas idée qu'on a une maladie mentale. En fait, qu'on a quelque chose, une problématique mentale. On le sait pas. Et donc, peut-être la prévention commencerait par le fait d'informer justement ce que c'est exactement le burn-out, quels sont les premiers symptômes, signes, oui, tout simplement, voilà, comment on repère les premiers symptômes. Et pour prêcher un petit peu pour ma paroisse dans le développement personnel, je trouve que c'est très bien de mettre des choses dans les entreprises en place en termes de valeurs, en termes de croyances. Mais peut-être que ça serait bien aussi de commencer à travailler sur soi et apprendre à se connaître. Voilà. Mais totalement, c'est ce qu'on fait avec... Voilà. C'est super ce que vous évoquez, parce que WeTalk permet justement de la formation, des webinaires, de la présence, de l'éducation. Et franchement, lorsque vous êtes chef d'entreprise, moi j'en ai eu en période de Covid, que vous rendez compte que vous avez un carnet de chiffre d'affaires à 0 et que vous retrouvez à devoir choisir. J'ai vu vraiment des chefs d'entreprise qui étaient dans la déprime, devoir prendre des décisions qui humainement allaient à contre-cœur de leur On va volonté. approfondir ce sujet dans quelques secondes. Pour passer dans l'émission, laissez-nous vos messages sur notre répondeur non surtaxé, le 07 839 839 75 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Alors justement, on va parler plus amplement du burn-out et comment on en arrive justement au burn-out. Quels sont les facteurs de risque du burn-out? Pour approfondir, on va laisser peut-être Valérie qu'on continue sur sa lancée. Le premier facteur que j'ai pu observer, c'est dans un premier temps la fatigue. Voilà, la fatigue, c'est un facteur général. Voilà, qui mène à des tas de maladies. Donc, c'est la fatigue. Ensuite, on peut aller au cas par cas. Il y a une problématique aussi de valeur. C'est-à-dire, les personnes, elles ont une valeur morale, valeur sociétale, donc elles veulent faire du travail bien fait. Donc ça s'applique au monde du travail, mais ça peut s'appliquer aussi dans le monde de la vie privée. Tout à fait, voilà. Ça s'applique aussi une mère en de famille. Par exemple, voilà. Au bout du rouleau, Complètement. Quand on est complètement claqué et fatigué, c'est un des premiers signes de burn-out. Ça peut être au sein de la famille, ça peut être au sein de l'entreprise, ça peut être même partout, en fait. Partout, voilà, dans la vie de tous les jours. Cécile, quelque chose pour compléter ? Oui, alors effectivement, c'est pas simple de définir le burn-out, même si on a tenté de faire des
des définitions parce que c'est assez spécifique comme symptôme. À la différence de la dépression, on vous disait c'est quand même très catégorisé avec une définition très claire. Des symptômes qui évoluent depuis plus de 15 jours, de cette inhibition psychique, motrice, de cette humeur dépressive, et pas seulement quelque chose de passager ou d'une humeur qui fluctue, c'est plus que ça. Le burn-out, c'est vraiment un état de désadaptation à son environnement, donc professionnel ou familial, qui traduit un état de fatigue. On parlait à l'époque de fatigue pathologique. Je revois un peu la définition de la neurasthénie. Donc la neurasthénie, c'était le prémisse, on va dire, du burn-out. C'était vraiment au siècle dernier. On l'appelait déjà à l'époque la névrose de la vie moderne. Et on parlait, c'était bien en lien avec les transformations sociales et économiques issues de la révolution industrielle. Et on parlait d'un épuisement physique général, un épuisement mental, avec des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, une indifférence et un manque d'intérêt, déjà à l'époque. Des spasmes musculaires, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des maux de tête chroniques, des peurs morbides, des signes cardiovasculaires, des anomalies de la thermorégulation, des troubles sexuels avec notamment une impuissance et des symptômes divers qui regroupaient des troubles digestifs. Voilà. Donc ça peut se manifester de plein de manières différentes, à la fois dans la sphère psychique, l'épuisement psychique, la tristesse de l'humeur ou la dysphorie, c'est-à-dire la variation de l'humeur, et des symptômes physiques aussi dans le corps. Quel est l'impact du coup du burn-out sur la santé mentale à long terme ? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé physique ? Élodie ? Alors dans les cas les plus graves, le burn-out peut mener en effet à des problèmes cardiaques, voire justement la dépression pour l'aspect psychologique. Ses conséquences sur long terme sont aussi importantes puisque certains de ces symptômes sont là pour s'installer dans le temps, même lorsque l'individu va réussir à se dégager de la source principale de stress. C'est-à-dire qu'on met du temps à s'en remettre, en fait. Et que même avec l'extraction de la source de stress, les symptômes restent. Exactement. C'est la grande différence avec un état normal de stress, c'est-à-dire qu'on enlève la source de stress, la réaction s'arrête. Ouais, tout de suite, effectivement. Et comment la dépression, elle peut affecter les relations sociales et familiales ? Et le burn-out aussi, du coup. Oui. Cécile ? Alors, on parlait de cet effet sur l'humeur et de cette inhibition qui se manifeste à la fois sur le plan psychique, c'est-à-dire qu'il y a un ralentissement de la pensée, un ralentissement du débit verbal, de la concentration, de l'attention. Il y a des troubles cognitifs, puis un ralentissement aussi moteur, c'est-à-dire que les personnes sont plus ralenties, ont plus de mal à se mettre en mouvement, à mettre en œuvre les choses. C'est un ralentissement qui n'est pas d'origine organique, qui n'est pas lié à une pathologie physique dans le corps, mais qui est vraiment d'origine psychique. Donc, ce ralentissement, en fait, fait que la personne se désadapte à l'environnement, donc n'est plus en lien, n'est plus connectée. Du coup, n'arrive plus même à interagir, en fait, avec les proches. La famille voit la personne un peu dépérir, s'isoler, se mettre à l'écart. Donc, il y a un isolement, un repli sur soi qui est consécutif de ça. Et une altération profonde de la relation à l'autre, qui va se manifester autant sur le plan social que personnel et familial. C'est pour ça que le burn-out touche aussi les sphères sociales et familiales, au sens plus large que le milieu professionnel. On parle de tous ces aspects dramatiques, mais est-ce qu'il y a des mesures préventives efficaces contre ces dépressions, ces burn-out ? Élodie ? Alors, je dirais déjà peut-être du management un petit peu plus bienveillant au sein des entreprises. Ouais. Alors, aujourd'hui, on retrouve quand même... Elle est d'accord oui. sur le sujet. On retrouve quand même des pressions qui sont parfois extrêmes et puis aussi un déséquilibre entre l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle avec une sollicitation presque 24 heures sur 24 en fait, parce qu'on a digitalisé énormément les postes de travail. On est surconnecté aujourd'hui. Voilà. On en parlera dans les cas concrets. Clairement, ouais. Il est très difficile pour les personnes qui sont en entreprise à déconnecter le soir et les week-ends. Donc déjà... Même s'il existe des solutions sur du droit à la déconnexion et autres. Oui, mais c'est pas suffisant. Voilà. Dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Parce que les personnes ont peur que ce soit vu comme un manque finalement d'investissement dans l'entreprise et qu'elles en payent. Mais alors que c'est pas normal, on ne doit pas censé travailler 24/24. Clairement. Oui. Comme l'a dit Cécile, il y a quelque chose qui est né dans notre société moderne. Je me permets juste une ouverture, parce que chez Optimo Coaching, on est très conscient de ça. On travaille sur du digital detox, de l'accompagnement très spécifique pour pouvoir justement réduire ces stimuli stressants qui sont à l'origine de la fatigue et donc du burn-out, etc. Après, il y a la dégradation. Là, concrètement, je reviens de 3 semaines d'Inde
avec une partenaire qui est praticienne en Ayurveda, et on a testé un format justement de digital detox complète avec une médecine différente, et on a constaté quelque chose au contact de ces médecins indiens, c'est que là-bas il n'y a pas ce problème de stress. C'est vraiment un mal de notre société. Là-bas, il n'y a pas de téléphone. Donc, ce qui nous paraît normal. Ils sont pas sursollicités, les gens. Ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une conscience que nous avons désormais dans nos us et coutumes des usages qui sont morbides, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. Alors, on va pas, on est dans notre société. On vit, on doit s'adapter à notre société, mais pour autant, il y a désormais une prise de conscience qui est essentielle pour pouvoir justement alléger la charge mentale des gens, parce que le problème, c'est que ils sont tout le temps en activité, que ce soit physique ou mentale. Et la vie, ce n'est pas ça. La vie, le vivant, ce n'est pas que du jour. Le vivant, ce n'est pas que de l'été avec de la production de fruits. Il y a des phases. Et le repos, le fait de se recharger, de se ressourcer est essentiel. Et donc, dans les solutions, en effet, je te rejoins, donc Elodie, il y a en effet cultiver ces équilibres, que ce soit équilibre vie perso, vie pro. C'est quelque chose qui est essentiel, qu'on accompagne pour prendre conscience, se fixer des limites. Et ça, dans notre société d'opulence, de surstimulation d'actions, d'objets, de projets, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et la troisième, c'est prendre soin, en effet, de sa santé mentale. Et il y a plusieurs manières de le faire, dont le fait d'être accompagné de professionnels de la relation d'aide, que ce soit à titre psychologique, coaching, psychiatrique, peu importe. Ça dépend, en fait, du degré, en fait, de l'impact de comment cette santé mentale est dégradée. Est-ce que ça relève d'une maladie ? Donc, ça va être le psychiatre qui va relever ça, si c'est de la dépression, quelque chose d'installé. Ou est-ce que déjà, il y a des premiers symptômes que l'on constate dans les équilibres de vie ? Oui, le coach peut aider à clarifier. Encore une fois, la personne qui est sur la voie du burn-out ne s'en rend pas compte elle-même. Une maman qui vient d'accoucher, qui doit gérer... Bon, je sais pas, par exemple, parce que les chefs d'entreprise, les mêmes entrepreneurs, elles sont plein dedans. Son entreprise, les gosses, le truc, il y a toujours des trucs en plus. Elles le voient pas. Elles ont la tête dans le guidon. Elles sont dans leur disque rayé, voilà. Dans la routine quotidienne. Donc, ça doit venir de l'extérieur. Et au sein des entreprises, on éduque, on forme, bien sûr, les responsables, les managers, les dirigeants. Mais ils en ont conscience. Ça s'est réveillé. Alors, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais c'est une petite boule de neige. Ça commence à se clarifier sur les bons usages, sur l'observation des symptômes. Et pour pouvoir justement en parler, alerter et du coup orienter les personnes vers des solutions. Bon, par exemple, les solutions WeTalk sont une solution, en cabinet, c'en est une autre. Peu importe, sortir de leur roue d'hamster, faire un pas de côté pour pouvoir justement évacuer ce stress, pour pouvoir justement prendre soin de leur santé mentale. Valérie ? Oui, je rebondis sur ce que dit Sabrina, prendre soin de sa santé mentale. Alors effectivement, j'aimerais vous raconter un petit peu brièvement l'histoire du stress en fait, parce que d'où il vient ce stress, voilà. Alors le stress, c'est quelque chose de naturel. On est avec le stress, voilà, depuis la nuit des temps que l'homme est sur Terre. On a du stress naturellement en nous. Donc c'est même pas héréditaire, c'est naturel. C'est naturel, sauf que à l'époque de Sapiens Sapiens, ou encore bien plus loin, Cro-Magnon, ou que sais-je, le stress c'était pour préserver leur vie. Alors imaginez-vous par exemple, je sais pas moi, un T-Rex ou un tigre à dents de sabre, voilà. Eh ben on est en face, hop, un coup de stress, le reptilien nous envoie un coup de stress. D'un coup, tout l'oxygène est dirigé vers le cœur et les poumons. Tous les organes vitaux sont privés d'oxygène et pendant le temps que ça dure, de trouver un endroit pour se mettre à l'abri et pour rester en vie, le stress sert à nous maintenir en vie. Et une fois que le tigre à dents de sabre est passé, qu'il n'a pas réussi à nous atteindre, eh bien du coup, le cœur reprend un rythme normal, tout notre corps rentre dans l'ordre, voilà, et tout se met à fonctionner normalement. Sauf que ça, c'était au temps de Sapiens Sapiens. Eh ben maintenant, c'est comme si on avait des tigres à dents de sabre
toute la journée. C'est-à-dire qu'on est tellement sollicité, donc je rejoins ce que disait Elodie, Sabrina. Voilà, nous sommes tellement sollicités. Nous avons en plus de ça des valeurs sociétales qui sont venues se greffer, la réussite, le contrôle, la perfection, on veut prouver, le qu'en dira-t-on, les autres, la performance, enfin que sais-je, il y en a toute une liste et un wagon. Voilà, du coup, tout ça, ce sont des tigres à dents de sabre. Donc, imaginez les dégâts quand vous avez vos organes vitaux qui sont privés d'oxygène toute une journée pendant 24 heures. Voilà, je vous laisse imaginer la dégradation physique, mentale certainement, et puis toutes les conséquences en fait de ce stress, voilà, de ce stress chronique. Alors, je rejoins en effet Valérie. Le stress, c'est ni plus ni moins qu'une réaction à un stimulus. Alors, ça peut être externe, mais ce qui est plus vicieux dans notre société, c'est que nous sommes une société essentiellement mentale, cognitive. Et donc, la source de stress la plus vicieuse, c'est la stimulation intrinsèque. Vous voyez, en Inde, j'ai été frappée par cette population qui n'est pas... Ce qui gouverne, c'est pas le cognitif. On est dans une population de surpopulation. Ils essaient de survivre déjà à leur réalité. Et c'est plus une population perceptive. Et on constate que là-bas, les gens sont très intuitifs, vivent, mais il suffit de voir, ne serait-ce que sur les routes, ce n'est pas comme chez nous, il n'y a pas de code de la route. Lorsque vous êtes occidental, que vous arrivez dans un pays comme ça, vous êtes sur des routes, tout le monde klaxonne, tout le monde roule au milieu, et vous ne savez pas comment ça va se passer. Et bien pour autant, il y a une équipe qui se crée. Il n'y a pas de règles. Les gens s'écartent. En fait, il y a une intuition qui se crée. Le problème dans notre société, c'est qu'on a perdu ce contact au vivant, que ce soit la nature, aux intuitions, à la perception avec les gens relationnels. Donc, la stimulation, en fait, interne, mentale, de ce que l'on croit être, la vie autour, ce que l'on croit devoir faire, c'est ça le plus vicieux. C'est pas le tigre à dents de sabre. Alors, est-ce qu'un surplus de stress, du coup, et d'anxiété va mener forcément à une dépression et à un burn-out? Ça dépend si c'est chronique. Cécile. Si ça dure. Alors oui, effectivement, ça va dépendre de la chronicité et du niveau du stress, et puis aussi de la résilience de chacun. Je pense qu'il y a des facteurs aussi intrinsèques à prendre en compte. On n'est pas tous dotés de des mêmes compétences au départ, vis-à-vis de ça, en fonction de son bagage inné, de son bagage génétique, puis de son bagage aussi acquis dans l'enfance, puisqu'on gonfle notre réserve, on va dire, notre réserve de résilience, notre capacité à faire face aussi au cours de nos expériences de vie. Donc on n'est pas forcément égaux, donc on est plus ou moins fragile. Et puis il y a des personnes qui sont plus porteuses déjà d'une vulnérabilité psychique au départ, qui vont être d'autant plus vulnérables vis-à-vis de la question du stress. Oui, évidemment que le stress au long cours va avoir des effets délétères, vous l'avez dit, à la fois sur le plan psychique, avec des risques de dépression, de troubles anxieux, de décompensation d'une pathologie lorsqu'il y a une vulnérabilité sous-jacente, et puis des problématiques aussi somatiques importantes, avec des risques de maladies cardiovasculaires, de maladies qui vont toucher différentes sphères et qui vont avoir des effets très délétères donc sur le corps. J'ajouterais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure que on est dans peut-être que le burn-out est finalement une maladie du stress, une maladie de la régulation et de l'adaptation au stress. Peut-être qu'on est trop soumis au stress, effectivement, et que les effets que ça a aussi, c'est la déconnexion de notre société entre notre psychisme et notre corps. Et qu'on n'est plus à l'alerte, on n'est plus vigilant non plus à ce qui se passe dans notre corps. Donc on est plus sensible à ces alarmes que notre corps nous envoie. Peut-être là où d'autres sociétés plus perceptives, comme tu le dis Sabrina, sont plus en phase avec ça. Et cette déconnexion, elle est très délétère parce qu'en fait, il y a une dissociation qui se fait. Et parfois le corps, moi ça m'arrive de voir en consultation des patients qui arrivent, qui sont incapables de reconnaître chez eux l'état de dépression avancé dans lequel ils sont, tellement ils ont été loin vis-à-vis d'eux et dans cette déconnexion avec un corps qui parle pour eux. C'est-à-dire, je pense à une jeune femme notamment, hyper investie dans son travail, maman, qui venait d'être maman depuis... qui a eu un deuxième enfant depuis peu de temps et qui ne s'est pas vue sombrer d'abord dans le burn-out, puis dans la dépression profonde, avec tout un cortège de symptômes de corps physiques, des maux de tête, des douleurs musculaires. C'est une jeune femme qui était très, très physique, qui faisait beaucoup de sport, qui était très en forme. Et son corps ne voulait plus avancer, avec des moments vraiment de paralysie, d'arrêt, comme ça. Et donc le corps vient dire quelque chose à ce moment-là qu'elle-même ne peut pas s'autoriser à s'avouer à elle-même. Et ça, c'est malheureusement quelque chose d'assez fréquent aussi dans nos sociétés.
On a Héloïse de Marseille qui nous dit « On m'a toujours dit que j'étais stressée et je me demande plutôt si je ne suis pas quelqu'un d'anxieuse. Comment savoir la réelle différence et comment être traitée par conséquent ? Est-ce qu'il y a des méthodes alternatives ou complémentaires pour gérer l'anxiété comme la méditation ou l'exercice physique ?» Élodie ? Alors, pour déjà faire la différence entre ce qui dépend du stress et de l'anxiété, ça va être surtout le côté anticipatoire, les scénarios catastrophiques. On est en train tout le temps de se poser des questions avant d'aller dans certains endroits. Voilà, on peut être limite dans un trouble anxieux parfois avec tout ça. Ce fameux mental qui est toujours dans la projection future. C'est ça, exactement. On est davantage dans le mental, alors que le stress, c'est, comme on disait tout à l'heure, une réaction physiologique tout à fait normale à la base lorsqu'elle n'est pas chronique. Et pour ce qui est des solutions, on parlait des approches peut-être psychocorporelles, donc ça va être tout ce qui est respiration abdominale, cohérence cardiaque, méditation pour certains, même si, attention, la méditation, dans certains troubles anxieux, la recherche a montré que parfois ça pouvait être plus délétère qu'autre chose. Donc, ne pas se forcer à ce type de pratique si on sent que ça nous fait plus de mal que de bien. Mais si on sent des aspects bénéfiques pour soi, maintenir cela et notamment utiliser aussi des stratégies de pleine conscience. Donc, c'est très dur de faire de la pleine conscience pour certaines personnes quand c'est fait de manière, j'ai plus le terme, immobile. Mais on peut faire, par exemple, de la pleine conscience plutôt en promenade, par exemple. Observer ce que l'on voit, ce que l'on entend, les sensations. C'est de la pleine conscience très simple à mettre en place dans son quotidien. Et je rajouterais, aller dans la nature. De se connecter à la nature. C'est quelque chose, si vous regardez nos villes, alors moi ça m'a vraiment frappé, la nature qui vous ressource, qui vous recharge et qui vous fait sécréter au niveau hormonal des choses qui vous fait une sensation de bien-être. Valérie ? Oui, avec un adage comme le travail, c'est la santé, l'heure n'est pas du tout au développement personnel et au relâchement. On en parlera tout à l'heure. Oui. Dans ces méthodes-là, quand même. Ah ouais, d'accord. Ok, Eh oui. donc je suis un peu trop en avance alors sur le programme. On parlera du développement personnel, c'est clair. D'accord. Effectivement. Du coup, là, on a parlé d'aspects naturels, on va dire ça. Il y a aussi les antidépresseurs. On en a parlé, l'aspect médicamenteux. Comment ça fonctionne ? Quels sont les effets secondaires potentiels ? Parce qu'on en entend beaucoup parler quand même. Cécile ? Alors, donc pour répondre très concrètement à ça, déjà pour revenir un peu sur les notions de stress et d'anxiété, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Élodie. L'anxiété, c'est une pathologie. Donc, est-ce que je suis anxieuse ? Est-ce que je souffre d'un trouble anxieux ? Est-ce que je présente des crises d'angoisse ? Donc, les crises d'angoisse, c'est vraiment défini par des symptômes très particuliers qui associent des symptômes de la sphère psychique, de la sphère comportementale et de la sphère somatique, là aussi. Sueur, transpiration, palpitations, et puis en même temps, cette sensation de mort imminente. Enfin, ça peut aller assez loin dans la préoccupation, dans une peur irrationnelle, mais qui va déborder les capacités de raisonnement du sujet. Donc, face à ces crises d'angoisse, à ces manifestations anxieuses, on peut proposer des thérapeutiques quand, effectivement, les mesures de réassurance, les attitudes rassurantes, les mesures corporelles de relaxation ne suffisent pas, ou même l'abord psychologique. Oui, la psychothérapie, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que pour tout ce qui touche aux troubles anxieux, ce qui est le plus efficace aujourd'hui, c'est les thérapies cognitives et comportementales, par exemple. Donc voilà, quand ces approches-là ne suffisent pas, on va dire, à apaiser la symptomatologie, qu'il y a une souffrance et un handicap réel au quotidien, on peut proposer un certain nombre de thérapeutiques. Donc il n'y a pas beaucoup de thérapeutiques d'ailleurs en psychotropes. Il y a les anxiolytiques, les antidépresseurs, puis après on a des régulateurs de l'humeur, des antipsychotiques. Bon. Mais les anxiolytiques, c'est les psychotropes qui sont les plus prescrits en France. Pourquoi est-ce qu'on tique un peu sur ces traitements-là ? Alors sachez que c'est les médecins généralistes qui sont les plus gros pourvoyeurs prescripteurs de psychotropes. Pourquoi on est assez regardant là-dessus, c'est parce qu'il y a et pourquoi la consommation est forte, c'est parce qu'il y a un risque de dépendance très important. Il y a un accrochage à ces molécules-là qui ont un effet de bien-être et d'apaisement immédiat, rapide. C'est une drogue. Mais absolument, il y a un effet de dépendance, c'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de sevrage et de tolérance. C'est-à-dire que il va falloir prendre des doses plus élevées au fur et à mesure qu'on s'habitue au traitement pour avoir les mêmes effets qu'auparavant. Et quand on va plus prendre le traitement au long cours, on va avoir des effets de sevrage, c'est-à-dire des symptômes qui vont apparaître. Donc ça, c'est le propre des traitements anxiolytiques, comme les benzodiazépines.
Et les antidépresseurs, on est sur des traitements de fond, donc on est sur d'autres types de molécules qui n'ont pas cette problématique-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de dépendance aux antidépresseurs. Mais les médecins sont un peu plus frileux pour prescrire d'emblée un antidépresseur. Pourquoi ? Parce que c'est un traitement de fond. C'est un traitement qu'il faut prendre dans la durée pour avoir des effets à long terme. Donc les antidépresseurs, en pratique, peuvent être prescrits pour des troubles dépressifs et pour des troubles anxieux. Il y a plusieurs types de troubles anxieux, mais dans les troubles anxieux, on parle notamment du trouble panique. C'est quand on fait plus de 4 crises d'angoisse par mois, et le trouble anxieux généralisé, qui est un trouble anxieux plus chronique, qui va durer plus de 6 mois, avec des manifestations anxieuses qui vont être durables, entre autres. Puis après, on a d'autres types de troubles anxieux, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais face à ces pathologies au long cours, on va proposer des traitements antidépresseurs parce que justement, même si au début, ils vont être combinés avec des anxiolytiques pour pouvoir avoir des effets rapides, les antidépresseurs vont permettre que le traitement reste dans la durée, puisse s'associer et puisse permettre le travail de psychothérapie qui est le traitement de fond, en fait, autant du trouble anxieux que du trouble dépressif, et de permettre un soulagement, on va dire, rapide quand même du patient et de l'aider à fonctionner. Très très clair, Cécile, merci beaucoup pour ces explications. J'espère que les auditeurs ont bien saisi les impacts des antidépresseurs surtout. Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes puisqu'on va commencer à aborder un cas concret. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Faut qu'on en parle, seconde partie. Le stress et la pression au travail ainsi que les exigences de la vie quotidienne ont conduit à une augmentation des cas de burn-out. Certaines populations, notamment les travailleurs de la santé, sont les plus touchées que d'autres par ces problèmes de santé mentale. Alors focus sur ces cas concrets. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, le travail peut avoir un impact sur notre santé mentale. Quelle est la profession la plus touchée ? Eh bien, selon les données récentes du ministère de la Santé en 2023, la situation psychologique des professionnels de la santé est préoccupante. En effet, 38% d'entre eux seraient en état de dépression. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant quand même lorsqu'on sait que les personnels hospitaliers sont davantage touchés par la dépression et l'anxiété que le reste de la population active. Le diagnostic est donc sans appel. Le mal-être des hospitaliers est en grande partie lié à leur environnement professionnel. Les professionnels de la santé vont mal, mais on a aussi les parents, mais surtout les jeunes mamans. Oui, c'est dramatique, puisque près d'un quart des mères qui souffrent de dépression postpartum ont des pensées suicidaires. En réalité, ce sont 23,8% des mères qui déclarent être atteintes de dépression postpartum, soit, je l'ai dit, près d'un quart des mamans. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP ou sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Arnaud dans le nord, du côté de Tourcoing. Merci de nous mettre en avant, nous, les professionnels de santé. On a une telle pression que personne ne pense à nous. Mais nous aussi, on a nos moments de faiblesse et c'est bien d'en parler. Gwendoline de Bordeaux, je suis jeune maman et grâce aux réseaux sociaux, j'ai découvert ce que c'était la dépression postpartum. Et ça fait du bien de ne pas se sentir seule dans cette situation et que chacune puisse s'entraider. C'est un état qui touche de plus en plus de personnes, d'autant plus dans le milieu de la santé. Élodie, toi qui es psychologue, Valérie, toi qui es coach en développement personnel, vous avez été touchée personnellement par cet épuisement professionnel. Nous avons également un témoignage ce soir de Quentin, qui est urologue, qui s'est confié sur les étapes qui l'ont mené au burn-out. On a donc cherché à comprendre ce qui a pu se passer et on est retourné donc aux bases du problème. Pourquoi avoir voulu faire ce métier ? Est-ce que c'était une vocation pour toi, comme on peut l'entendre de la bouche de nombreux médecins ? Alors, c'était pas du tout une vocation. Mes parents sont tous les deux médecins et j'ai été éduqué dans un environnement où on parlait à peu près que de ça. Donc j'ai eu aucune ouverture sur tout ce qui peut être autre métier intéressant. Les objectifs que mes parents avaient fixés, c'est qu'il fallait faire des grandes études. Donc j'ai suivi le chemin et j'ai fait les études de médecine parce que j'avais absolument aucune idée de quoi faire d'autre. Tu es arrivé dans le monde professionnel, est-ce que ça répondait à tes attentes ? Donc toi, tu avais eu le discours de tes parents, tu t'étais fait une image de ce métier, est-ce que ça correspondait à l'image que tu avais ? Je pense que rares sont les personnes qui imaginent comment vont se dérouler leurs études et que c'est vraiment un parcours qui est semé d'embûches et semé de surprises, bonnes et mauvaises. Alors, est-ce que lorsqu'on est orienté dans un métier par nos parents, on a plus de chances de faire un burn-out que quelqu'un qui choisit vraiment son métier en âme et conscience ? Sabrina, par exemple ?
tout dépend si ça fait sens pour l'individu. La transmission de savoir-faire, d'orientation professionnelle n'est pas en soi quelque chose qui peut amener au burn-out. Ça dépend si la personne, en fait, investit d'une énergie vivante ce parcours, se sent dans sa branche. Pourquoi pas être inspiré de ses parents? Mais encore faut-il encore une fois, que la personne se sente à sa place. Parce que le burn-out, encore une fois, il y a aussi ce côté perte de sens. Valérie? Moi, je dirais, pour répondre à la question de Luc, travailler pour quelque chose que l'on aime, du coup, c'est de la passion, quoi. Et faire un travail qu'on n'aime pas ou qui nous a été imposé ou alors qu'on n'a pas vraiment choisi en conscience. Il vaut mieux faire un travail qui nous passionne qu'un travail qui nous... Ouais, du coup, c'est du stress. À un moment donné, ça peut générer du stress. Élodie? Oui, ce que je voudrais rajouter, c'est que même si parfois on fait un métier passion, ça n'est pas non plus... exempt de burn-out, bien sûr. Voilà, exactement. C'est pas une sécurité pour tomber dans le burn-out. C'est exactement ça. Quand t'es arrivé dans le monde professionnel, la pression, c'est ce qui t'a le plus pesé, la rigueur? Je me suis découvert dans ce sens où je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et je suis quelqu'un d'assez rigoureux, chose que j'avais vraiment aucune idée avant de commencer mes études, mon internat. Et je pense que cette rigueur, ce perfectionnisme et un peu cette peur de mal faire ont beaucoup pesé dans ma carrière. Si on parle vraiment de chirurgie, c'est mon métier. C'est un métier qui peut être vraiment à double tranchant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prédire l'avenir et parfois on fait des chirurgies qui se passent mal, parfois on n'a pas les résultats qu'on attendait, parfois on a des complications qui peuvent être graves et il y a forcément en bout de course une remise en question de la part du praticien. Elle est importante je pense, mais elle peut mener à des déconvenus et si on enchaîne des déconvenus, je pense que ça peut clairement entraîner une surcharge mentale, peut entraîner vers le burn-out aussi. Le personnel de la santé, j'ai dit tout à l'heure, ce sont ceux qui sont le plus touchés par cet état. Est-ce un métier où il y a trop de pression, Cécile? Oui, probablement. En fait, c'est pas nouveau ça. C'est-à-dire que quand le burn-out a été introduit, à l'époque c'était Freudenberger, qui est un psychanalyste américain qui en avait parlé, il avait déjà constaté, la première description du syndrome avait été émergée à l'époque dans le milieu soignant, justement. C'est dans un centre d'accueil de toxicomanes. C'est des personnels qui étaient particulièrement investis dans la question du soin, avec une description d'un état de fatigue chronique, de dépression, de frustration qui était causé par le dévouement à une cause, à un mode de vie ou à une relation qui échoue à produire les récompenses attendues et qui conduit en fin de compte à diminuer l'implication au travail. Et ce qu'il faut souligner quand même, c'est qu'à l'époque, on parlait quand même déjà aussi d'une pression, d'une exigence intérieure. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects extérieurs, exogènes finalement, qui contribuaient à cet état, c'est qu'est-ce qui fait que la personne va elle-même être sujette à ça. Et donc, il y a aussi des caractéristiques internes qui peuvent contribuer au burn-out. Et ces personnes donc, sont poussées à la sollicitude, au don de soi. Et donc, c'est effectivement des personnes qu'on va rencontrer un peu plus, qui vont s'orienter un peu plus facilement dans le milieu du soin, avec une incapacité à se restreindre, à s'auto-limiter ou plus trivialement à lever le pied, comme on dit. Donc ça, c'est le modèle de la contrainte interne qui est plus spécifique aux professions du soin ou de l'aide à la personne. Est-ce que vous aussi, Élodie, Valérie, qui avez fait un burn-out, la pression dans ce milieu médical, c'est ce qui a été, ce qu'on peut appeler la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Alors, pour ma part, c'est vrai que ça s'est déroulé sur plusieurs mois, voire plusieurs années finalement. Je ne me suis pas épuisée comme ça du jour au lendemain. Ça a été de multiples méconvenus, manque de reconnaissance, perte de sens aussi parfois, parce que c'est vrai qu'on nous demande un rythme et il y a une pression telle qu'on a l'impression de jamais trouver la ligne d'arrivée et de finalement... ne plus tellement avoir de qualité dans le soin que l'on propose. Donc, ça vient confronter aussi nos valeurs. Et puis, on a l'impression de faire un mauvais travail, qu'on ne nous donne pas les moyens suffisants pour faire le travail comme on voudrait qu'il soit fait correctement. Et puis, il faut savoir qu'en face, on a des êtres humains, en fait. Donc, on est vraiment dans du soin. Et le fait de voir qu'on ne peut pas donner le meilleur de ce qu'on devrait pouvoir donner par manque de moyens et de temps, c'est assez violent sur le long terme. Et puis, le manque aussi d'écoute souvent de ces institutions qui
qui n'entendent pas du tout les demandes des soignants par rapport au manque de temps ou de moyens, qui sont toujours dans une demande de cotation, de chiffres, parce que voilà, il faut pas oublier que derrière tout cela, il y a une histoire aussi d'argent. C'est vrai que finalement, on finit par tomber nous aussi. Valérie ? Pour ma part, en fait, mon burn-out, je pense qu'il s'est préparé sur plusieurs années consécutives. Pareil, de déconvenues, de dureté dans la vie, de choses graves qui se sont passées dans ma vie. Et cependant, j'ai toujours exercé des métiers passion. Moi, j'ai toujours été à mon compte. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Donc, je sais bien le faire. Je rebondis sur ce que tu disais, Élodie. Le métier passion, ça mène pas au stress. C'est les valeurs qu'on a, en fait, les valeurs intrinsèques qu'on a. Et moi, pour ma part, c'est ma valeur perfection qui m'a conduite directement au burn-out. Mais comme je disais en début d'émission, je ne savais pas ce que c'était le burn-out. Je sais ce que c'est une dépression, j'en connais des symptômes. Cependant, le burn-out, j'en avais entendu parler. Je m'imaginais que ça ressemblait à la dépression, d'après ce que j'en avais entendu. Et j'ai dû mon salut à 3 coups de fil que j'ai reçus dans une même journée. Alors, on peut parler de synchronicité. Dans mon milieu, on en parle beaucoup. Et la première personne me téléphonait pour me demander une formation de programmation neurolinguistique. Elle voulait avoir des renseignements. Et d'un seul, elle m'a expliqué qu'elle sortait d'un burn-out. Et elle m'expliquait les symptômes qu'elle avait eus. Et en fait, quand cette personne parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Quand elle évoquait ses symptômes, je me reconnaissais dans ses symptômes. Donc ça m'a mis, je dirais... Comme un miroir, en fait. On s'est dit, tout à fait. Moi. Mais j'ai dit, mais il parle de moi, celui-ci. Mais ça s'est pas arrêté qu'à ce personnage. En fait, ça m'est arrivé 2 autres fois dans la même journée, quoi. C'est énorme. Et ces 3 personnes m'ont parlé de leur burn-out. Et en fait, je me reconnaissais dans leurs symptômes. Et là... j'ai quand même, modestement, j'ai quand même bien travaillé sur moi et je me suis dit, oulala, là, il va falloir que tu te calmes. J'ai reconnu tout de suite ma valeur perfection et j'ai réglé, au bon niveau ma valeur perfection. Voilà. Et du coup, mais je suis quand même, j'ai quand même encore des séquelles. Alors, je fais une experte en burn-out, mais C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 2 ans et demi. D'accord. Voilà. Alors j'ai appris. Je dirais que le burn-out a quand même ses effets positifs parce que jusque-là on évoque les effets négatifs. Pour ma part, il m'a permis de reprendre, de regarder, je sais pas moi, la nature, de prendre la vie autrement. Voilà. Très bien. Cécile voulait compléter. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que tu évoquais. Ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'était de la synchronicité à ce moment-là ou si c'était peut-être quelque chose de l'atteinte d'un point de rupture. Parce que finalement, le burn-out, est-ce que c'est pas ce moment sensible de rupture entre un état préalable, c'est la dépression, on sait que c'est quelque chose qui s'installe dans la durée, qui peut être assez insidieux d'ailleurs, on peut s'en rendre compte assez tardivement, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui casse. Et est-ce que le burn-out n'est pas ce moment-là où quelque chose se rompt, alors soit du côté de la crise classique, la personne qui va s'agiter, qui va être dans le passage à l'acte, soit contre elle-même, soit contre les autres, une sorte d'explosion, ou soit du côté interne de la prise de conscience, quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, et alors là, ça va faire sens vis-à-vis de ce qu'on va vivre et de ce que l'environnement va nous amener aussi, mais c'est quelque chose qui se passe en soi-même. Voilà ce que je voulais. Tout à fait. On va revenir sur l'interview de Quentin. Et justement, Quentin, toi, comment t'es arrivé ton burn-out ? Quels sont les signes indiquant que quelqu'un pourrait avoir des problèmes de santé mentale au travail ? On écoute Quentin tout de suite. Donc j'ai fait mon internat de chirurgie qui dure 5 ans. Et après, j'étais assistant chef de clinique pendant 3 ans à l'hôpital de Rennes, dans le service d'urologie. Et c'est à la fin de mon clinica, après ces 3 ans, que je pense que j'ai été en burn-out. À savoir avec le burn-out, c'est que c'est quand même assez insidieux. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est en plein dedans et qu'on travaille de manière assez conséquente tous les jours. Mais je pense que un des premiers signes, c'est qu'il y a quand même moins de cœur à l'ouvrage. Et je pense qu'on est aussi beaucoup plus lent à réaliser des choses qu'on ferait plus rapidement si on n'était pas dans cette phase. Comment tu as réalisé que tu étais en état de burn-out et pas seulement fatigué ? Clairement, le simple signe, c'est que j'ai arrêté de travailler et que ça ne me manquait pas.
Lenteur au travail, moins de cœur à l'ouvrage, le travail qui nous manque pas, ce sont des vrais signes, on l'a dit en début d'émission, d'un épuisement professionnel. Avec l'augmentation du stress, des exigences et des responsabilités au travail, comment on fait pour gérer cette situation, Sabrina ? Excusez-moi, j'étais en train de penser justement à certains trucs. Comment on gère l'augmentation du stress, les exigences et toutes les responsabilités qu'on a autour du travail ? C'est vrai que c'est pas évident parce que d'ailleurs le sujet, est-ce que la société nous en demande-t-elle trop, oui. C'est vraiment le sujet. En effet, il y a des us et coutumes qui fait que on est de plus en plus sollicité par des mails, par des Alors, trucs. parce qu'aujourd'hui, on est dans les années 2000 bien avancées, et que dans les années 90, c'était pas le cas. On a l'impression que le monde tournait au ralenti. Alors, c'est plutôt que nous allons beaucoup trop vite. C'est plutôt ça. Je pense qu'il y a une forme d'exigence. Ce que j'ai trouvé intéressant dans les partages précédents, c'est vrai qu'il y a des raisons aussi intrinsèques, et que ce soit dans le témoignage de notre invité ou des intervenants, là, il y a toujours des espèces de petits messages. Lorsqu'on est en situation de stress, c'est comme s'il y avait des messages éducatifs, des petits drivers, ce qu'on appelle en analyse transactionnelle, qui s'actionnent. L'illusion de la perfection, soit parfaite. Le fait d'être gentil, de rendre service, ce fameux don que l'on va avoir, nos limites. Le fait de se dépêcher, dépêche-toi, sois fort et fais des efforts. Ces messages-là, on les a tous, mais en fonction de nos expériences, nos éducations, elles vont s'encoder très fortement. Et dans des situations de stress, ce que tu as qualifié, Valérie, de valeur de perfection, en réalité, la perfection, elle n'existe pas dans ce monde. On y met de la valeur, c'est vraiment un système de croyance. Et donc, comment dans le travail faire ? Alors, c'est pas anodin si mon entreprise s'appelle Optimo Coaching, il y a une question d'optimiser. Et de surtout, dans notre challenge de notre génération, c'est de savoir poser des limites. Que ce soit en stimulation, en projet, tout ça, pour être dans quelque chose qui est vivant et fertile, et pas quelque chose qui est morbide et destructif. C'est quelque chose de tabou, cet épuisement professionnel. Il faut rappeler que ça touche 12% de la population active et particulièrement les professionnels de santé. Est-ce que tu en avais déjà entendu parler ? C'est tabou, surtout quand on est étudiant. Et je pense qu'après, la fierté des gens fait qu'ils vont le passer sous silence. Alors pourquoi justement y a-t-il encore un tabou autour de cette santé mentale dans le milieu professionnel ? Le devoir de résultat. En fait, il y a une espèce, déjà, de ce que j'ai constaté, moi ça fait 15 ans que je suis dans ce métier, mais précédemment j'étais dans la finance et j'ai constaté justement cette morbidité qui pouvait se créer, c'est que très longtemps, dans le management, et même dans la posture professionnelle, on avait tendance à séparer le professionnel du personnel, comme si on était des individus divisés. Alors ça, c'est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la composante personnelle est beaucoup plus prise en compte en entreprise. Mais disons que c'est une absurdité. Quand vous vivez ce masque social, ce faux semblant de posture, donc ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, c'est une bonne chose. Mais de toute manière, de fait, ça a été obligé parce que les contraintes techniques étant de plus en plus sollicitantes, que ce soit par les outils technologiques. Ça empiète forcément sur la vie perso. Bien sûr. Et donc on est obligé d'en tenir compte. L'économie, la concurrence est devenue, on s'est ouvert au monde. Enfin, la concurrence, elle est d'autant plus forte lorsque vous voyez une entreprise française qui essaye de tirer comme il peut sa marge et de faire vivre ses employés. Quand vous voyez qu'il y a des règles de concurrence qui sont un peu déloyales avec ce qui se passe à l'étranger, de fait, il y a un devoir de résultat qui relève de la survie de l'entreprise. Le problème là-dedans, c'est que si vous prenez pas la part humaine, qui est le vrai trésor, la vraie valeur de l'entreprise, eh bien, vous allez bouffer vos ressources humaines, manger, on va dire, toute cette énergie vitale, et il va y avoir du turnover, de l'épuisement, et voilà, tout ce qu'on trouve qui est morbide. À quel moment arrive-t-on à dire stop ? À quel moment ça ne va plus ? Tu t'es aperçu que ça allait pas pour toi ? Autour de moi, j'ai eu des collègues qui posaient la question. Je me rappelle même d'une collègue avec qui je travaillais. C'était aussi une amie qui m'avait sorti un questionnaire pour savoir si, avec un score à compléter, pour savoir si j'étais en burn-out, oui ou non. Et elle me l'avait posé sur mon bureau pour que je remplisse les questions, parce qu'elle se posait vraiment la question de savoir si j'étais pas dans cette phase-là. Oui, effectivement, quelles ressources sont disponibles pour les employés qui rencontrent par exemple des problèmes de santé mentale ?
Là, c'est intéressant là, dans le témoignage. Ouais. C'est une amie, quelqu'un d'extérieur. Encore une fois, la personne qui est dans la pente glissante ne s'en rend pas compte. Ça s'installe au fur et à mesure. C'est quelqu'un d'extérieur. En effet, il y a un questionnaire Mais on qui le est sent, utilisé on par le les voit pas médecins. soi-même en fait. Mais c'est ça qui est très vicieux, c'est qu'on s'en rend pas compte. Pour pouvoir tenir, on déverse encore plus d'énergie et on amplifie en fait ce phénomène. Complètement. Et c'est pour ça que le burn-out du don, c'est comme ça aussi qu'on l'appelle, et les professionnels de la relation d'aide et spécifiquement dans les hôpitaux, parce qu'il y a des contraintes. C'est-à-dire que là, il y a une distorsion. J'ai coaché des cadres d'hôpitaux et ça, ce qui était le plus notable, c'est cette espèce de distorsion entre leurs valeurs humaines et les contraintes, donc on l'a dit, administratives, de rendement, etc., qui leur faisaient avoir des comportements qui perdaient leur intégrité personnelle. Et donc là, il y avait un épuisement. Élodie, quelque chose pour compléter ? Oui, ça me fait en fait écho à l'histoire que j'ai eue moi avec mon propre épuisement pro en 2018, où justement j'avais une amie qui m'avait fait plusieurs remarques, qui me disait attention, je te sens pas super, tu as perdu du poids, tu as l'air très stressé, tu parles beaucoup de ton travail, on te sent vraiment pas au top ces derniers temps. Est-ce que il ne faudrait pas que tu prennes un peu soin de toi ou prendre du recul ou t'arrêter un petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui peut être intéressant aussi en termes de ressources pour les salariés qui subiraient comme ça un stress chronique à la limite de l'épuisement pro, c'est d'aller chez le médecin traitant et de se faire arrêter quelque temps en fait. Et ça, je l'ai refusé. Et quelques mois plus tard, ça a donné ce que ça a donné. Il y a peut-être le driver justement de faire des efforts, de continuer à avancer, d'aider, tout ça. Donc, c'est vrai que le fait aussi d'accompagner les collaborateurs à être attentifs les uns aux autres, les managers, avoir un management sain, humaniste. Prendre en compte la vie perso. Mais c'est bien important. sûr, mais c'est évident. Oui, puis il faut aussi déstigmatiser l'arrêt de travail. C'est-à-dire que le problème en France, particulièrement, c'est qu'on a une vision de l'arrêt de travail qui est quand même très stigmatisante. Celui qui se met en arrêt, c'est le cassos, c'est celui qui pose problème, c'est celui qui lâche les copains. Ou c'est celui qui veut pas bosser aussi. C'est ce qu'on entend en entreprise. Après, il y a des arrêts chez nous, c'est malheureusement déjà bien trop tard, en fait. Après, soyons très clairs, il existe en effet aussi des abus. C'est-à-dire que c'est très complexe comme sujet. Les personnes qui sont dans cette situation de burn-out, il y a des gens qui n'osent pas se mettre en arrêt de travail. C'est ça le plus vicieux. Les personnes qui en ont vraiment besoin vont se nier là-dedans, vont pas se reconnaître là-dessus, vont aller jusqu'à un état de non-retour, en fait, de craquage. Et en effet, pour quelques abus, mais c'est compliqué. Parce qu'une personne qui se met en arrêt de travail dans une entreprise, c'est catastrophique au niveau du truc. C'est déjà trop tard. Le problème, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des KPI, en fait des indicateurs au sein de l'entreprise qui est important de suivre. Et il n'y a pas que des indicateurs chiffrés de productivité. Il y a aussi des indicateurs d'ordre humain à prendre en compte, bien sûr. L'humain, c'est très important, même primordial maintenant dans les entreprises. On a demandé à Quentin, en tant qu'urologue en 2023, qu'est-ce qui est le plus pesant au travail ? La charge de travail qu'on impose aux médecins, est-ce que ça va contribuer à ton burn-out ? C'est là où on aborde la question de l'hôpital public et de la médecine libérale. C'est-à-dire que je pense que l'hôpital public vit une situation un peu difficile depuis ces 10 dernières années, qu'on en demande toujours plus aux médecins, toujours plus même au personnel médical, paramédical, tous les gens qui ont un lien avec le soin, que la charge administrative de travail est de plus en plus importante, de plus en plus lourde, et que ça devient pénible, et que probablement ça doit contribuer parce que les personnes qui sont sujettes à faire un burn-out vont faire un burn-out. Est-ce que c'est un métier où tu peux décrocher, où tu es sans cesse en train de penser à tes patients qui sont à l'hôpital, comment ils vont ? Est-ce que ça n'entraîne pas aussi une surcharge de travail ? Et forcément, bien sûr que c'est un métier où on décroche moins facilement que d'autres métiers. Est-ce que tu penses que la charge de travail excessive, tu parlais notamment d'administratif, ça a affecté la qualité des soins que tu pouvais fournir à tes patients et donc ça t'a affecté personnellement sur la qualité de ton travail ? La surcharge administrative, elle apporte un poids, une charge mentale importante, ce qui fait que forcément ça va impacter sur la prise en charge et sur la façon dont tu as l'impression de traiter tes patients. Est-ce que vous aussi, en tant que professionnel de la santé, ce sont des problèmes que vous rencontrez ? Si on parle d'abord de ramener le travail à la maison, quand vous rentrez chez vous, est-ce qu'il peut vous arriver aussi de vous sentir mal par rapport aux histoires des autres, par exemple, que vous entendez au quotidien ? Est-ce qu'en tant que professionnel de la santé, quand on fait nos études, est-ce qu'on est préparé à ça mentalement, Cécile ?
Préparer, non. On le découvre sur le tas. Et on découvre aussi ses propres limites et sa propre résistance sur le tas. Donc, c'est là où le facteur personnel, intrinsèque, joue aussi beaucoup. Et on est différent, c'est-à-dire que certains vont avoir plus de capacité à s'auto-protéger quelque part dans leur parcours, à prendre des choix, des décisions qui vont être plus adaptées finalement à leurs possibilités, là où d'autres vont être emportés peut-être par un élan ou quelque chose qui va faire qu'ils vont moins mesurer, ou aussi les rencontres qui font qu'on ne peut pas forcément tout prévoir. Donc il y a à la fois l'aspect rencontre et puis l'aspect personnel individuel. Mais c'est sûr que dans le métier du soin et de l'aide à la personne, il y a cet altruisme, cette façon d'être dans le don de soi qui fait partie du métier et de la vocation qu'il est difficile de mesurer comme on peut le faire dans d'autres types d'emplois. Élodie ? Oui, pour ma part, en tant que psychologue, c'est vrai qu'il y a parfois des journées qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Et à la fin, on ressent vraiment le poids de tout ce qu'on a pu entendre de parfois violent. Moi, c'est vrai que je suis spécialisée dans les TCC, mais pas que. Je fais aussi dans le psychotraumatisme. Et c'est vrai que j'entends parfois des expériences qui sont extrêmes. Et le soir, on repart avec ça. Et c'est vrai qu'il y a besoin de prendre un petit peu de temps pour se ressourcer, du recul. Et puis, on a retrouvé aussi, pour certains cas, parfois, des thérapeutes qui embarquaient avec eux presque le traumatisme par procuration. Il y a eu des cas comme ça de traumatisme vicariant, par exemple. Et c'est vrai qu'il faut faire très, très attention à soi parce que on n'est pas à l'abri, en fait, de se laisser impacter aussi notre propre santé mentale de tout ce qu'on entend chaque jour. Et ce qui est complexe dans nos métiers de la relation d'aide, si on fait ce choix-là, c'est qu'on est sensible à la condition de l'autre. Donc, il y a une forme d'empathie et d'émotion, en fait, que l'on arrive à comprendre chez l'autre, etc. Donc, il y a un épuisement aussi émotionnel de voir quelqu'un qui a un effondrement, qui traduit des traumas. À la longue, notre capacité d'écoute s'en trouve saturée, épuisée, et où se décharger. C'est là où le fait d'être supervisé, tout ça, de toute façon, est essentiel. La supervision. Essentiel. Et aussi d'avoir une vie personnelle bien fournie, un tissu social, familial, l'activité physique, les loisirs, c'est très, très important. Et j'aimerais juste rajouter que le burn-out se glisse aussi dans le fait de prendre tout au sérieux. J'ai envie de dire, quand est-ce que vous avez vraiment rigolé aux éclats ? Vous voyez, lorsque vous êtes sans cesse confronté à de la pénibilité, à la difficulté, c'est pour ça que l'équilibre dans les domaines privés est essentiel pour pouvoir justement apporter un peu de légèreté. Alors, si on parle maintenant de la surcharge administrative, est-ce que c'est quand on est atteint mentalement, ça pèse encore plus lourd dans notre santé mentale, tout ça ? Moi, je réponds tout de suite oui, avec un grand oui. Alors, la surcharge administrative. On se doutait de la réponse, mais c'est l'enfer. Enfin, en fait, quand on est en burn-out... Ça mérite une émission, ça. Pour l'avoir vécu, je comprenais rien du tout, quoi. Les papiers à remplir, les appels téléphoniques. Ça enfonce encore plus au final. Mais on comprend rien. Ouais, mais c'était terrible pour moi. Bon, moi, venant de passer la qualification, la certification Calliope, je vais vous confirmer que oui, les exigences de l'État sont assez lourdes. Ça mérite une vraie émission, ça. Complètement. L'administratif, quand on est à 50. Phobie administrative. Et les phobies administratives. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qui peuvent pousser au burn-out ? Et je pense qu'il faut aussi changer les mentalités. On va aller blâmer les internes, blâmer les médecins parce qu'ils en font pas assez, parce qu'ils n'ont pas assez l'esprit de sacrifice et qu'il faudrait dédier 24 heures de sa journée pour le mettre au service du patient. Ça marche pas du tout. Donc c'est une mentalité qu'il faut probablement changer. En France, les gens sont de plus en plus chiants, de plus en plus demandeurs, de plus en plus à ce que tout soit parfait, il faut pas attendre, et s'ils attendent une minute, ça les fait chier, machin. Moi, tous les vendredis, j'ai des gens qui partent parce qu'ils sont arrivés à 10h à l'hôpital et à 15h, ils ont toujours pas été opérés. T'es pas à l'hôtel, quoi. Tu viens pas à l'Airbnb, là. Tu t'attends ton tour et puis tu te tais, quoi. Ça me paraît logique. T'as la correction d'attendre parce que t'es pas chez le coiffeur ou même chez le coiffeur. Tu dois perdre du respect. Les gens perdent de la patience, les gens perdent des valeurs qui sont importantes. Ça aussi, ça fait péter un plomb, je pense. Cécile ? Oui, alors effectivement, là, il y a une description, une description assez terrible du milieu hospitalier. Sur deux niveaux, à la fois, il décrit quand même, de la part de la hiérarchie, une pression et une non prise en compte sur le plan humain de son état. Donc ça, c'est
bon, ça dépend bien sûr des endroits où on travaille, mais quand même, il faut souligner la mutation dans laquelle on est sur le plan relationnel. Et on parlait du sous-effectif, de la problématique aussi de l'hôpital public, malheureusement, qui déteint aussi les les moyens autres secteurs, les moyens qui sont... C'est un vrai problème. Et quand même, il y a une perte importante, à mon sens, à ce niveau-là. C'est tout ce qui est de la transmission et un peu de ce qui pouvait être un peu maternant quand même avant, dans la prise en charge des étudiants, notamment des étudiants en médecine, qui sont jeunes quand même quand ils arrivent pour prendre en charge des patients. Enfin voilà, les internes, on leur confie des patients, mais ils sont quand même jeunes, ils débutent, c'est des choses assez lourdes, c'est compliqué. Et je pense qu'avant, il y avait quand même, par ces effectifs, et une prise en compte de l'humain qui fait qu'il y avait une sorte de paternage, quelque chose de la transmission qui aujourd'hui se perd parce que il y a plus les moyens en fait, il y a plus le temps, il y a plus les moyens. Donc même si des personnes ont envie de le faire, malheureusement, on n'a plus le temps. Et donc on confie aussi à ces jeunes la prise en charge directe. Et donc ils peuvent se sentir très isolés, très esseulés, et forcément ça va conduire et précipiter aussi la question du burn-out. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères être sorti de ton burn-out et quelles conclusions tu en as tirées ? Oui, aujourd'hui, je pense être sorti de la situation de burn-out. Les conclusions que j'en ai tirées, c'est que ça m'a appris à m'adapter en fait, à me découvrir. C'est aussi une forme de découverte, c'est-à-dire que je me suis rencontré à travers le burn-out. J'ai compris quelles étaient mes envies, quelles étaient mes possibilités, et forcément, ça a demandé de l'adaptation. Et aujourd'hui, je me suis adapté de manière à ce que ça m'arrive plus. Je fais moins de la médecine de manière productiviste et je la fais plus de manière humaniste. Alors effectivement, est-ce que s'adapter pour que ça n'arrive plus, est-ce que c'est le bilan que toute personne peut tirer après avoir été en burn-out ? Alors je pense qu'on a chacun nos stratégies d'adaptation face aux stresseurs. Moi, je crois que pour ma part, ça a été une expérience quand même qui a été assez douloureuse, mais on en tire certes un apprentissage, ça laisse des traces. On doit rester vigilant pour le reste de sa vie. Ça veut dire qu'on sait qu'il y aura une vulnérabilité au surmenage et qu'il ne faudra pas dépasser à nouveau ses limites et ses ressources, être très à l'affût des premiers signaux et avoir un équilibre, une hygiène de vie irréprochable. Valérie ? Je confirme tout à fait ce que vient de dire Élodie. En fait, ce qui a changé pour moi en positif, c'est que déjà j'ai une hygiène de vie, irréprochable. En fait, je fais en sorte qu'elle soit irréprochable, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des temps de pause, au niveau des temps de repos. Maintenant, j'ai appris à écouter mon corps et je sais reconnaître quand j'ai tiré un petit peu la corde. Je sais, je reconnais. Donc, je me dis, là, maintenant, tu vas te reposer, tu vas faire quelque chose de bon pour toi, tu vas prendre soin pour toi. Voilà ce que m'a apporté le burn-out. En fait, je suis plus à l'écoute de mon corps et de mes besoins. Pour toi, c'est une faiblesse ou une force, le burn-out, aujourd'hui ? Aujourd'hui, clairement une force. Clairement c'est une faiblesse quand tu le vis, c'est une faiblesse quand tu passes à travers, mais si t'en ressors bien, si t'en ressors plus à l'écoute. Que sans ça, sans ce passage-là, peut-être que je serais en fait malheureux. Alors que maintenant, j'ai réussi à identifier comment je peux faire mon travail en étant heureux à côté. Et ça, c'est super important, je pense. Donc Valérie, toi aussi, tu as dit que c'était une force. Est-ce que toi, Élodie, tu considères ça aujourd'hui comme une force ? Plus comme un enseignement, davantage. Cécile ? Oui, je pense qu'on peut en sortir grandi d'une certaine manière, mais tout dépend de ce que la personne va faire de cette expérience-là et de comment elle va métaboliser les choses et ce qu'elle va changer en elle aussi pour ne plus revivre une expérience de ce type. J'ajouterais quand même un point important. Sur l'état dépressif, il faut savoir qu'une personne qui a fait un état dépressif a un risque de refaire un état dépressif de 50%. Ah oui, c'est énorme. Au cours de sa vie. Au cours de sa vie. Une personne qui a fait 2 états dépressifs a un risque de refaire un état dépressif de 70%. On est presque un peu prédisposé. Est-ce que des gens qui feront jamais de dépression n'en feront pas Ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui va faire une dépression a un risque de refaire une dépression de 50%. C'est un facteur de vulnérabilité en fait supplémentaire. Quel conseil tu donnerais à d'autres médecins professionnels de la santé qui pourraient être à risque face au burn-out ? Écoutez-vous. La solution pour les médecins, c'est d'avoir un peu d'honnêteté envers eux-mêmes et de savoir identifier leurs besoins et identifier leurs envies. Et oui, et vous, quel conseil vous donneriez en plateau à des personnes qui traversent un épuisement professionnel ? Cécile ? Alors, d'abord, par rapport à ce qui a été dit, d'être à l'écoute de soi, c'est-à-dire de repérer
en soi les signes d'alerte et signes d'alarme. Donc, on a parlé de certaines choses, mais les troubles du sommeil, l'irritabilité, les difficultés à être en lien avec les autres de manière durable. C'est-à-dire, c'est pas un état passager, transitoire, lié à un stress temporaire, mais ça dure dans le temps. Et on commence à altérer sa façon d'être en lien avec les autres et on ne se reconnaît plus soi-même. Ça, c'est les signes un peu extérieurs relationnels. Et puis, être attentif à son corps physiquement aussi. Qu'est-ce que mon corps me dit ? C'est-à-dire la fatigue, l'état de fatigue physique, psychique, les troubles du sommeil, encore une fois. Et si on se reconnaît aussi l'entourage, parce que on peut être aussi assez sourd à ce que l'entourage peut nous dire, malheureusement, c'est d'essayer d'être à l'écoute malgré tout de ça et de ne pas hésiter à aller se consulter, ne serait-ce que son médecin de famille dans un premier temps ou le médecin du travail. On va dériver tranquillement vers la charge mentale. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Avis, partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. On l'a abordé rapidement en début d'émission, mais qu'est-ce que c'est réellement la charge mentale ? Est-ce que ça concerne plus les femmes ou les hommes ? Est-ce que c'est cliché ou surtout réalité ? Qui se lance ? Alors, pour ce qui concerne donc la charge mentale, ça va être beaucoup de préoccupations en fait. C'est comme si on avait une to-do list dont on n'arrive jamais à arriver à la fin en fait. C'est une préoccupation globale sur tout un tas de tâches et on n'arrive pas à arriver au bout en fait. Et c'est vrai que pour l'aspect genre, homme-femme, il est vrai que les femmes ont souvent la charge mentale, par exemple, du quotidien, familial, le foyer, en plus de leur carrière. Donc, elles vont être plus sensibles au surmenage et à la charge mentale, selon moi. Notre avis en plateau ? Oui, alors moi je suis pas très à l'aise avec ce concept qui est pas très médical en fait en soi au départ. Et donc je suis allée un peu chercher et voilà, j'ai trouvé une définition donc par c'est les sociologues en fait qui avaient introduit ça dans les années 70 au départ en faisant des recherches sur le travail des femmes. Ils parlaient donc d'un travail de gestion, d'organisation et de planification qui est à la fois intangible, incontournable et constant et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun et la bonne marge de la résidence. Voilà, donc ça, c'est une chercheuse, Nicole Bray de l'Université Laval à Québec, qui avait travaillé sur le sujet et qui expliquait qu'il s'agissait davantage de la charge cognitive associée à la gestion propre des tâches domestiques que la réalisation exécutive en fait, de ces tâches en elles-mêmes. Est-ce qu'on peut vider cette charge mentale ? Quelles sont les conséquences et comment aider une personne en surcharge mentale ? Moi, dans le cas du développement personnel, j'agis sur les croyances de la personne directement. Voilà. Pour moi, une charge mentale vient de la manière dont elle s'est programmée, les croyances qu'elle a à propos d'elle-même, de la société, du monde en général. Et le simple fait de lui faire prendre conscience qu'on peut changer de croyance, ou on peut abaisser le curseur de la croyance, on peut avoir des charges mentales à certains moments de la journée, dans un certain contexte. C'est ma piste d'amélioration, en tout cas. Travailler sur les croyances. On peut la mesurer aussi, cette charge mentale ? Ou Bah, pas ? Non, ça, c'est très subjectif. Voilà, c'est ce c'est que au j'allais cas dire. par cas, en fait. Voilà, c'est très cas Après, par cas. moi, je rajouterais aussi des installations d'hygiène, en fait. Il y a une chose déjà, on l'a vu, comme les personnes sont dans une espèce de disque rayé, c'est programmer en fait des temps où la personne va pouvoir mettre un pas de côté. Ça peut être justement ces temps de retraite. Alors là, typiquement, 3 semaines en Inde, vous comprenez bien que le pas est de côté est clair. Et du coup, il y a des petits trucs. Moi, personnellement, pourtant, je suis une travailleuse. Clairement, ceux qui me connaissent savent que j'adore porter des projets, etc., en tant qu'entrepreneuse et tout. Et je me suis mis des garde-fous. La première chose que je fais, je ne finis pas des vacances sans programmer les suivantes. Alors, ça peut paraître rigolo, mais quand vous êtes à votre compte, je vous assure que ça, c'est Sinon, précieux. on les voit jamais. Comme ça, ces c'est pas temps complètement de vrai. sport, parce qu'on disait prendre soin de son corps. Je crois que c'est toi, Valérie, qui disais ça. J'ai envie de rapporter juste cette petite ouverture, on va dire rapporter d'Inde, prendre soin de ses corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel. Nous sommes des êtres complexes et c'est important de pouvoir avoir des espaces dans lesquels, en fait, on va s'explorer au-delà du mental. Donc, ça va être, en effet, avoir une activité physique. C'est prouver les bienfaits sur la santé mentale, c'est direct. Ça va être aussi le fait de pouvoir prendre de la hauteur, relativiser. Il y a des stratégies. Le fait de se faire accompagner en coaching, ça permet justement de relativiser, de faire le coaching de clarification.
permet justement de sortir de sa boucle personnelle avec toujours les mêmes données où on tourne. Et en effet, l'histoire de la to-do list, moi personnellement, j'ai une approche très personnelle là-dessus. Justement, dans une société, du coup, de toujours plus, aujourd'hui on est toujours dans le toujours plus, comment on peut gérer ses émotions et son planning ? Tu parles de to-do list, comment on organise tout ça en fait ? Alors, il y a plein de stratégies. Évidemment, quand on a un projet, en fait, l'organisation, elle est précieuse parce que le fait de pouvoir s'organiser, de planifier certaines choses, permet justement de se soulager. La to-do list, elle est vicieuse. Ça dépend des profils. Mais moi, je constate, il y a plein et je l'ai testé même moi-même, en fonction des profils. Lorsque vous avez un profil perfectionniste, tout ça, ils vont noter, et c'est sans cesse. J'ai constaté que faire, au lieu bien sûr, il y a la trame d'Eisenhower pour pouvoir identifier ce qui est urgent, important, enfin tout ça. Il y a plein de stratégies en fait d'organisation. Ça serait trop. Là, c'est trop réduit pour pouvoir exposer toute la technologie, la technicité pour gérer ça. Mais il y a aussi le fait, au lieu de poser, parce que les personnes perfectionnistes n'ont pas conscience des réalisations qu'elles ont faites. Et je me suis rendu compte, moi personnellement, je tiens un cahier de mes réalisations et de temps en temps je les relis. En fait, ça m'apaise. Parce que on croit jamais faire assez. C'est ça le piège. C'est exact. Moi, des fois, dans la journée, je me disais, mais t'as rien fait aujourd'hui. Et je me posais la question, je me disais, mais en fait, j'ai fait une semaine de travail d'une personne normale, quoi. Moi, j'ai 2-3 petites astuces comme ça. Il y a ça, il y a le fait, avec le téléphone, de se tenir comme un petit, c'est pour soi, comme un journal. Mais alors, j'ai constaté, certes, l'écrit, ça fait du bien de vider. Mais j'ai constaté que de se filmer et d'évoquer comment on se sent, etc., et d'avoir comme un journal, de se regarder. Pour les gens qui sont, empathiques, vont avoir une forme d'empathie à soi. Ils vont constater, en se regardant à travers l'image, ah mince, là, je me vois épuisé, je m'entends saturé. Et c'est intéressant. C'est oser, en fait, se faire face. Alors, il y a une histoire de se faire face, et il y a aujourd'hui, en fait, sur tous les points, nos attentes, on l'a dit, on a l'impression qu'il faut toujours en faire plus. Elles sont de plus en plus élevées, finalement. Comment on peut lâcher prise, des fois ? Ça s'apprend. Il y a plusieurs choses. C'est pas inné. Déjà, quel tuyau on peut donner à nos auditeurs, déjà, en prendre conscience. Alors, c'est pas facile, comme disait tout à l'heure Élodie, prendre conscience, être en conscience de tout ce qu'on fait, c'est le b.a.-ba du développement personnel, en fait. On ne peut pas sortir de sa prison mentale par soi-même. Il faut que ça vienne de l'extérieur, que l'on constate. Le travail sur les croyances, en effet. La croyance la quête de perfectionnisme, c'est un puissant fond. Une quête d'excellence, à la limite de donner le meilleur de soi-même, en fonction de l'énergie que l'on a disponible. Et tout se réinvente de jour en jour. Aujourd'hui, je suis disponible, j'ai de l'énergie pour faire ça. Oui. Demain, peut-être que j'en aurai un peu moins, je me repose. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce concept de lâcher prise parce que la plupart des personnes qui sont bloquées justement dans des schémas répétitifs avec des modes de fonctionnement très ancrés, on leur dit lâche prise. Oui, mais comment mais comment ? Parce que des fois, c'est pas possible. Alors, je crois que le lâcher prise, c'est le jour où justement on cherche plus à lâcher prise. En réalité. D'accord. Et c'est assez paradoxal, mais je crois que vaut mieux passer parfois par l'action, le corps. Parfois, pour apprendre à lâcher. J'ai une superviseuse qui m'avait fait une image qui m'avait bien plu. Le problème de ceux qui sont perfectionnistes, qui ont le besoin de contrôle, ils vont avoir l'impression, alors je montre l'image, ceux qui seront intéressés pour voir la vidéo www.fautquonenparle.fr. Voilà, Merci, je t'en prie, c'est cadeau. En fait, on a peur parce que comme là, j'ai ma main, je tiens un stylo. Et souvent, lâcher prise, là, j'ouvre ma main, le stylo tombe. Et on a vraiment cette peur, en fait, en lâchant prise, de tomber, de s'effondrer. Alors qu'il y a possibilité simplement de tourner la main et d'ouvrir la main. Et qu'est-ce qui se passe ? On regarde le stylo. En fait, on le l'a lâcher lâché quand prise, même. mais c'est génial On cette métaphore. J'avais une vidéo là-dessus. C'est pas vrai. C'est canon. Énorme. Écoute, voilà. Alors, allez regarder, donc, la jalousie. Élodie, la psy 3.0. Voilà. TikTok, Instagram. TikTok. Bon, dites-moi à qui je dois. Cécile, quelque chose pour compléter tout ça ? J'ajouterais peut-être que le rôle aussi du psychologue ou du psychothérapeute par rapport à ça, c'est d'aider la personne justement à faire cette manip-là. Et c'est-à-dire de l'aider à ne pas penser cognitivement qu'elle va lâcher stylo et qu'elle peut faire autrement, et c'est de présenter les alternatives. La plus-value qu'on apporte, en fait, c'est une sécurité technique et affective.
c'est ça qui est important dans ce huis clos, en fait, entre guillemets, de cette bulle de sécurité qui est installée avec le professionnel de la relation d'aide. On permet, en fait, à la personne de se présenter telle qu'elle est avec ses vulnérabilités et d'oser, en fait, traverser ces zones d'ombre, ce qu'on appelle les zones d'ombre, enfin ces difficultés, pour pouvoir justement les dépasser. Et ça passe par justement ouvrir cette fameuse main et regarder ce qu'il en est. En fait, la personne n'est pas seule, elle est épaulée. Et ça, c'est l'essentiel. En tant qu'être humain, quand je parle d'épaulé, c'est il y a quelqu'un d'épaule à épaule qui est à côté. Nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de sortir de ce sentiment de solitude. Et s'il y a bien un message essentiel en termes de burn-out et de charge mentale que je veux transmettre, c'est que soit dans votre vie privée ou professionnelle, vous n'êtes pas seul. Et que ce soit dans nos missions en cabinet, que ce soit avec, par exemple, WeTalk, dans nos solutions innovantes pour pouvoir être présent auprès de vous dans votre vie professionnelle et personnelle, vous n'êtes pas seul. Et il y a des personnes qui ont traversé des burn-out et qui en ont fait justement une expertise dans leur profession, qui peuvent justement vous accompagner pour dépasser ça. Quel impact la pression sociale pour être le plus parfait possible a-t-elle sur la santé mentale des individus ? Un impact sur l'estime de soi, je dirais, sur la confiance en soi, sur le rapport en fait au jugement, au regard des autres. L'impression de pas être assez, de pas être à la hauteur de l'image parfois hyper lissée qu'on peut retrouver notamment sur les réseaux sociaux, parce que ça c'est hyper Mais c'était la question d'après, les réseaux sociaux contribuent-ils à créer une image déformée de la réussite ? Et comment cela peut nous affecter psychologiquement ? Oui, clairement, ça, c'est un petit peu une projection idéalisée qui n'existe pas du tout. Les personnes ont l'impression d'avoir des vies nulles, de pas voyager autant que cette Instagrammeuse qui est toujours à droite et à gauche. Mais c'était vrai à l'époque où les gens regardaient des magazines papier de People à l'époque, avant les réseaux sociaux. Des images qui rêver. Oui, avec des images qui sont retouchées. C'est encore pire maintenant. On n'est plus on n'est plus dans le réel. Et sauf que les personnes qui voient ça, elles prennent ça souvent de manière directe comme vraiment la réalité et elles se comparent à ces images donc ils essaient idéales. De ressembler, d'être parfait, tout ça génère cette situation. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a énormément touchée en Inde, parce que comme il n'y avait pas de téléphone, c'est que vous rencontriez des personnes qui établissaient une relation humaine directe, c'est-à-dire on vous regardait réellement dans les yeux, les personnes étaient réellement là, dans l'ici, maintenant. Il y avait un réel échange humain. Et ça, honnêtement, notre société, comme elle s'est développée avec ces écrans, les jeunes ne savent même plus. Vous voyez la sortie des lycées, les jeunes sont assis sur un banc et ils chattent entre eux au lieu de se parler. Oui. Il y a quand même un phénomène quand même où on désinvestit son corps et la relation humaine. En entreprise, sincèrement, je me suis spécialisée justement sur cette intelligence relationnelle parce que l'un des trucs qui épuise aussi, c'est des relations toxiques. Et ça, les gens n'arrivent même plus à communiquer entre eux de manière saine, sans en fait manger l'autre, sans avoir en fait des injonctions, des prises de pouvoir et de l'épuisement sur l'autre. Oui, c'est la perte de la relation humaine en fait. C'est ça. On est dans un culte du narcissisme qui fait que malheureusement ces réseaux sociaux cultivent le narcissisme et l'autocentrage et au détriment de la relation à l'autre. Et sincèrement, je suis partagée sur ça parce qu'en effet, il y a les règles du jeu. En tant qu'entrepreneur, on a une charte graphique, une image à avoir, bien sûr. Oui, donc tu es obligé d'être présent. Oui. Chaque entreprise est obligée d'être présente sur les réseaux sociaux. Mais du coup, pour moi, l'authenticité, elle est essentielle. Alors bien sûr, il y a les réseaux, tout ça, mais ne pas se réduire à ça, quoi. C'est vraiment essentiel. Quand tu disais justement, Élodie, qu'il y en a qui, surtout c'est très présent sur les nouvelles générations, les jeunes, qui ont leur filtre, leur retouche d'image, etc. Le nombre de jeunes gens qui n'arrivent même plus à se regarder dans le miroir, qui ne peuvent même plus blairer leur vraie image. C'est une émission que vous pouvez retrouver dans les podcasts de Faut qu'on en parle, l'apparence. Oui, apparence. Totalement. Et ça contribue en fait à un épuisement parce que imaginez mentalement ce que vous infligez quand vous acceptez plus là-dessus, sur votre estime de vous-même, sur l'image de vous-même, etc. Mais c'est pareil au niveau... On parlait bien sûr, les professionnels de santé dans les institutions qui sont saturées par les demandes, etc. Mais les chefs d'entreprise
qui sont sans cesse en train de, par la concurrence, les jeux de comparaison, etc., de s'épuiser. C'est pas forcément mieux que d'être à son compte, parce que c'est nos limites. Si vous arrêtez, si vous allez souffler, vous vous dites que là, vous n'êtes pas en train de vous faire payer par un employeur. Donc là aussi, il y a des pièges. Et le fait de cultiver un équilibre dans ces domaines de vie personnelle, professionnelle, de savoir se fixer des limites, et puis, encore une fois, savoir prendre soin de sa santé mentale, c'est essentiel. Et ça s'apprend. C'est vrai que les professionnels indépendants peuvent être sacrément vulnérables, en fait, au surmenage, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'horaire, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des choses vraiment à mettre en place, et l'organisation est précieuse. Donc là, on parlait des relations avec le téléphone, les réseaux sociaux. On a aussi une pression, arrivée à un certain âge, de trouver le partenaire parfait. On a plusieurs stéréotypes, en fait, dans notre société. Est-ce que ça aussi, ça affecte notre santé mentale ? En effet. Alors là, je parle aussi sur certaines femmes que je rencontre, des top managers, des femmes de carrière, qui ont eu besoin justement de prouver, parce qu'il y a le syndrome de la bonne élève, il y a le fait de vouloir essayer quand même de se débattre. Ça, on avait fait une émission sur l'égalité homme-femme. Qu'on vous invite à écouter en podcast sur le site www.fautquonenparle.fr. Tant qu'à faire. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, égalité homme-femme. Bien sûr. Mais là, clairement, nous avons des contraintes qui sont différentes. Je dis pas qu'il n'y a pas d'exigences vis-à-vis des hommes, elles sont tout autres. Oui, mais les femmes doivent toujours prouver plus. C'est ce qui est compliqué, c'est que les inégalités, elles sont existantes. Et donc, du coup, elles doivent se battre. D'ailleurs, en plateau... Voilà, je suis le seul homme, pour le coup, animé. Mais, non, mais c'est vrai, c'est un vrai sujet, ça. On parle de ce sujet-là. Est-ce que la société nous en demande-t-elle trop ? On a que des femmes en invité. Totalement, parce que peut-être qu'on est plus mobilisé, sensibilisé à ça, mais peu importe, quoi qu'il en soit, sans présager de statistiques là-dessus, quoi qu'il en soit. Là, du coup, j'ai perdu le fil. Ouais, j'ai perdu mon fil. Oh mince, attends, je le retricote. On va bientôt passer au développement personnel, la dernière partie de l'émission. Allez, ça marche, vas-y. Allez, on passe tout de suite au développement personnel. Allez, c'est parti. Faut qu'on en parle, 3e partie. Le développement personnel, oui, c'est devenu une voie de plus en plus explorée pour gérer le stress, la charge mentale et éviter le burn-out. Et alors, est-ce vraiment la solution à tous nos problèmes ? Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. Et on a 2 réactions à vous citer. On a Sarah Bretonne du côté de Brest. Bonsoir, je suis infirmière et le stress est mon quotidien. J'ai essayé la méditation. Méditation, effectivement. Ça aide un peu, mais ça ne règle pas le problème à la source. Le souci est souvent organisationnel. Jules de Valence, j'ai 2 enfants et un job très stressant. Le développement personnel m'aide à gérer le stress, mais ça ne réduit pas la charge de travail ou les responsabilités. La société doit aussi changer. Alors, qu'est-ce que réellement le développement personnel et pourquoi est-il important dans la vie moderne ? Valérie ? Alors, le développement personnel est important dans la vie moderne parce qu'il apprend à se connaître soi. Et quand j'entends je fais du développement personnel, mais je réduis pas la charge de travail, j'ai l'impression qu'il faut encore qu'il continue de faire du développement personnel parce que c'est pas l'extérieur qui va réduire sa charge de travail, mais c'est à lui de dire stop ou alors de changer de métier, de faire quelque chose qui lui convient beaucoup mieux. Le développement personnel, en fait, c'est vivre les choses par soi-même et rien attendre de l'extérieur, justement. C'est sur ça que tout repose. En étant vigilant à l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'après, il y a quand même un travail aussi. En fait, il y a 3 axes de relation à apprendre à développer sainement. La relation à soi, la relation à l'autre et la relation au monde. Et ça, c'est ce qui va constituer l'équilibre dans un être humain. Donc, en effet, la relation à soi, elle est précieuse. Mais si vous ne savez pas vous mettre en relation avec les autres, ça va poser problème parce que nous sommes des êtres sociaux et vous allez vous faire manger votre énergie ou la manger chez les autres et ça va quand même être insuffisant. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis parce que la relation à soi, il y a une citation qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». En effet. Voilà, donc s'aimer soi-même, c'est comme ça qu'on peut aimer les autres. Mais après, encore une fois, j'insiste, lorsqu'on fait du développement personnel, peu importe les personnes qu'on fréquente dans notre entourage, peu importe à qui on a affaire, il n'y a personne qui nous mange notre énergie. J'entends bien, mais on se laisse manger notre énergie, mais les limites. Personne ne nous mange notre énergie. Alors, pourquoi ? C'est comme tu dis, Élodie, c'est une question de limite. C'est-à-dire, vraiment, le développement personnel, c'est je travaille sur moi, et comme je travaille sur moi,
en synergie, je m'entends bien avec tout le monde. Voilà, c'est une évidence. Il n'y a pas un travail à faire pour m'entendre avec les autres. Donc, je m'éloigne des personnes qui ne font pas du bien. Après, attention, on voit beaucoup, pour rebondir sur les réseaux sociaux, j'ai un petit wagon de retard, on voit sur Facebook tout ça, oui, il faut éliminer les gens nocifs de votre vie, les gens qui vous pompent votre énergie. Alors déjà, c'est nous qui nous la laissons pomper, notre énergie. Et en fait, c'est justement à cause des gens comme ça qui nous grattent, c'est ce que je dis en formation, quand quelqu'un vous gratte, en fait, pour rebondir aussi, c'est un effet miroir, c'est-à-dire la personne m'énerve, m'ennuie, elle m'agace par son comportement, mais en fait, si le comportement de la personne m'agace, ça veut dire que c'est le reflet d'une part de moi-même, c'est-à-dire que moi, à un moment donné, je fais de la même chose que cette personne, et c'est à moi d'être honnête avec moi-même et savoir à quel moment j'ai la même réaction, le même comportement que la personne. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où tu dis que nous sommes des êtres sociaux, mais pas pour la même raison que toi, parce que nous avons besoin de l'autre pour voir nos défauts. Voilà. Et je suis clairement, franchement, à 500% d'accord avec toi. Étant dans le métier de coaching, ça ok. Et clairement, par contre, je vais juste mettre un petit bémol, parce que ça peut être très culpabilisant pour une personne qui se retrouve dans une situation qui est réellement toxique. Tu vois, tu as beau faire un travail sur toi, mais quand tu es dans quelque chose qui est de l'ordre de la relation pathologique, tu peux pas dire à quelqu'un: ah, mais c'est toi qui es responsable de ton truc, etc. Tu vois, là, tu interprètes ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Non, mais j'interprète pas. Voilà. C'est juste que j'apporte un éclairage en disant que le développement personnel est essentiel, mais ça ne suffit pas en soi. De toute façon, quelqu'un qui a une pathologie, on est bien d'accord, on n'est pas obligé de le supporter. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais du dev perso, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir cette clarté d'esprit de dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Je continue ou alors je m'en vais. Voilà, tout simplement. Tu auras conscience de ce que tu es en train de vivre. Et ça va te permettre de choisir consciemment ce que tu as envie de faire. Si on parlait un petit peu des avantages et des inconvénients des différentes méthodes de développement personnel, Valérie ? Oui, avantages, inconvénients. De toute façon, dans tout, non, il n'y a pas que des avantages, parce que quand on vient faire du développement personnel, il y a une grosse perte d'énergie quand même, parce qu'on met des doigts, on va mettre le doigt sur nos parts d'ombre, c'est épuisant. Enfin, moi, je fais la boîte de Pandore un peu. Je fais des formations PNL, des formations hypnose. Je vous prie de croire que quand on fait praticien ou maître praticien, il y a les boîtes de Kleenex, voilà, on est tous en train de pleurer, parce que comme dit Elodie, on ouvre la boîte de Pandore. Donc ça, c'est le mauvais côté, entre guillemets, du développement personnel. Mais c'est justement ce mauvais côté qui va nous faire prendre conscience et aller vers quelque chose qui va donner sens à notre vie. Donc il y a toujours les deux. On ne peut pas avoir que le bon côté ou que le mauvais côté. Il y a toujours les deux. J'aimerais aussi faire un tout petit point de prévention pour les personnes qui nous écoutent. Il est très important de dire que, certes, le développement personnel peut être extrêmement porteur, intéressant, enrichissant pour mieux se connaître, s'accepter, travailler aussi dans le coaching, par exemple. On parle par exemple des coachs de vie. Mais par contre, si vous souffrez d'un trouble psychologique ou psychiatrique, il faudra vraiment en complément rencontrer un professionnel de santé mentale, psychologue ou psychiatre. Complètement. Surtout que le trouble va faire qu'on ne pourra pas être accessible en fait au développement personnel. Donc effectivement, et qui dit trouble dit une telle inhibition ou une telle difficulté qu'en fait on n'est même plus en mesure de pouvoir penser, réfléchir. Et c'est pour ça que c'est important que nos métiers travaillent de concert, c'est-à-dire savoir les limites de nos métiers pour savoir passer le relais. Et c'est essentiel, surtout aujourd'hui où le métier de coach est très galvaudé, il y a n'importe qui s'installe, d'accord ? C'est là où il y a une prévention à avoir. Moi, il y a 15 ans, quand j'ai été formée, je suis diplômée d'État. Honnêtement, déjà, on commençait à nous évoquer cette vigilance à avoir, parce qu'on récupère aussi dans nos cabinets des gens qui ont été mal coachés et qui peuvent encore plus amplifier des troubles. Et ça, c'est essentiel. Oui, mais tu vois, même dans des dérives sectaires. Parfois, on est bien d'accord, les gourous. Rappelez-vous, chers auditeurs, celui qui vous dit quoi faire n'est pas un coach. Mais c'est la raison pour laquelle je restipule. Je suis présidente de l'association des professionnels
de l'hypnose et de la PNL. Pourquoi ? Parce que tous les adhérents qui rentrent dans notre association, nous avons des critères justement bien précis et bien particuliers pour les faire rentrer et qui est un gage de qualité en termes de coaching. Voilà. Alors, oui. On a Marie qui nous demande quels sont les exercices de développement personnel que nous pouvons faire quand on ne se sent pas très très bien. Déjà la respiration, tout simplement. Respirer, donc c'est-à-dire mais le truc basique, respirer tranquillement. Basique, mais peut-être les auditeurs le Après, savent pas, justement, pour donner quelques basiques. Le je ne suis pas très très bien, c'est extrêmement vaste comme. Moi, j'ai envie de dire, quand on se trouve dans une partie de notre vie où on commence à se poser des questions, on a une insatisfaction qui se répète, on se sent pas hyper épanoui, questionner ses valeurs. Et est-ce que nos valeurs personnelles s'incarnent dans notre quotidien ? Juste ça déjà. Après, je rencontre aussi des personnes qui n'arrivent pas à identifier leurs valeurs. Ça s'accompagne, parce que c'est très complexe. Faut le faire avec. Moi, j'ai fait un programme pour aider les gens qui font ça en autonomie à la maison. De même, tu vois. C'est essentiel. Donc, si on veut découvrir ton programme, la petite 3.0 et non, mais on peut le dire. Voilà. Oui, c'est des coachings d'aide en ligne, d'autothérapie, d'autosoin. Oui, c'est très pratique aussi pour travailler seul. On a Ophélie qui nous demande comment la technique du 5, 4, 3, 2, 1 peut-elle aider à ramener quelqu'un à l'instant présent quand il est submergé ? Alors là, je ne connais pas du tout. Exercice de pleine conscience. 5, 4, 3, 2, 1. Exercice de pleine conscience. On va être. Il y a un focus mental là que tu apportes sur ton décompte et qui te permet de revenir dans l'ici et maintenant. De toute manière, globalement, le fait de décentrer la personne de son état émotionnel et cognitif va permettre de le faire changer d'état. Mais c'est le pouvoir de l'instant présent, en fait. Je vais observer 5 objets, je vais entendre peut-être 4 sons, 3 sensations, 2 odeurs, et qu'est-ce qui manquerait ? Le goût. Et j'avale une fois ma salive. Bon, mais il y a plusieurs méthodes en fait. Ouais. C'est se connecter à ses sens et à revenir dans l'ici. C'est la reconnexion à son corps. Oui, de toute manière, mais il existe une pléthore. Il existe une pléthore d'astuces pour. Est-ce que l'exercice physique, ça peut être considéré comme une technique de développement personnel pour gérer ses émotions ? En tout cas, c'est une technique pour pouvoir équilibrer ses domaines de vie. Oui, une bonne hygiène de vie, en fait. Que ça soit en santé mentale, en développement personnel, avoir une activité physique régulière, c'est hyper important. Il y en a beaucoup qui font du sport pour décompresser aussi. Et c'est essentiel, surtout dans notre société, on est très sédentaire. Rappelez-vous que franchement, nos corps ne sont pas faits pour rester assis autant de temps. Les personnes colériques, je vois en formation, il y a beaucoup de personnes qui sont colériques et qui viennent travailler là-dessus. Et en fait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont tout le temps en train de faire du sport, mais du sport, elles ont l'impression au moins de se vider émotionnellement de toute cette charge. Sinon, elles disent elles seraient violentes et verbalement et peut-être physiquement à taper dans des murs. Donc oui, c'est une contrepartie. Beaucoup de sport pour les personnes colériques. Le sport a ses vertus à la fois dans les moments de crise, mais ça a aussi ses vertus au long cours et en fait dans la pratique régulière. Enfin, il y a plein d'études qui ont montré les effets positifs du sport, notamment dans la prévention du risque cardiovasculaire et dans le. Après, c'est comme toute chose, tout est question de mesure, parce que j'ai aussi rencontré des personnes qui utilisaient le sport comme des moyens anesthésiants. Oui, c'est-à-dire que cet excès de sport faisait que ça devenait finalement mauvais pour le corps et pour la psyché aussi. Oui, comme à chaque fois, les excès, en fait. Que ça soit un excès de sport, ça peut devenir problématique. Ça devient une addiction, en fait. Exactement. Comme excès, effectivement. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur le développement personnel ? Des personnes n'ont-elles pas trop d'attentes sur certaines méthodes qui peuvent ne pas fonctionner et donc les plonger un petit peu plus dans leur malheur au final ? Oui, c'est un peu la liste des remèdes miracles sur les réseaux sociaux, à toutes les sauces, par des personnes qui parfois n'ont aucune formation, qui se réveillent un jour en se disant « Oh, j'ai un projet entrepreneurial, je vais me lancer dans le coaching ou dans le développement personnel » et c'est extrêmement dangereux en fait. Donc pour les personnes qui nous écoutent, dirigez-vous vers des vrais professionnels et gardez un petit peu une mesure, un recul, une certaine distance et un esprit critique lorsque vous entendez des choses en lien avec la santé mentale ou le développement personnel. Comment on reconnaît des vrais professionnels sur les réseaux sociaux, par exemple ? Les professionnels de la santé mentale, alors pour les psychologues, on a un numéro Adélie. Pour les psychiatres, ce sont des médecins qui sont répertoriés, il me semble aussi. Vous avez un numéro ? Il y a le numéro RPPS, on va dire, pour les médecins, le conseil de l'ordre, en fait. Mais et pour les coachs, il faut vérifier leur formation, tout
Voilà. Tout à fait. Où ils ont été formés, combien de temps surtout. Voilà, combien de temps, parce que certains viennent en formation une semaine et puis ça y est, ils ouvrent leur cabinet de coach. Voir de quelles écoles ils sortent aussi, parce que faut bien se renseigner effectivement quand il y a du coaching. C'est ça. Et puis il y a la santé mentale à n'importe qui, quoi. C'est ça. Clair. Et il y a la formation initiale et il y a une formation continue et de la supervision. Tout et à en fait. effet, on est aussi rattaché à des fédérations. Il y a plusieurs, comme on disait, les certifications, et il y a aussi des diplômes qui existent. Les références, on peut regarder les références. Tout à fait. Les avis. Non, on a Google avec des étoiles. Après. Ouais, alors faut voir, faut faire attention aussi à ça. Oui, aussi. Voilà, mais bon, c'est quand même. Faut être vigilant. Ça peut être. Tout à fait. Oui. Est-ce que le développement personnel peut contribuer à une meilleure prise de décision et à une vie plus équilibrée? C'est une question de Thomas. Ah oui, alors là, sans aucun doute, oui. Voilà. Oui. Sans aucun doute. Enfin, pour l'avoir vécu moi-même, je vais vous dire, moi, je suis tombée dans le développement personnel, ça fait maintenant une bonne 20aine d'années. J'en apprends tous les jours encore, et je vous garantis que pour rien au monde, je voudrais revenir la femme que j'étais il y a 20 ans en arrière, mais vraiment pour rien au monde. Puis comme disait Valérie, ça aide à bien se connaître. Et quoi faire si on se connaît pas? On est à la dérive. Alors que pouvoir se projeter dans un projet de vie, dans des objectifs, etc., ça ne peut être que fertile si ça découle de ce que l'on est en substance. Et ça, c'est vrai que les gens personnels ça donne de l'épanouissement, en fait. Ça nous aide à mieux nous épanouir, à nous diriger mieux dans la vie. Sens à notre vie, en fait. Quand on est bien, ça nous aide à être encore plus positif, mais est-ce que quand on est mal, quand par exemple on vit une rupture, une perte d'emploi, ça peut nous aider à nous sortir du trou? Oui, en fait on prend plus de hauteur. Ça veut pas dire que quand on a une rupture ou une perte d'emploi, on passe pas par la séquence de perte. Voilà, il y a une perte et qu'il faut assumer, c'est un choc. Donc, mais lorsqu'on fait du développement personnel, ce temps qui est appelé perte, en fait, dure pas longtemps. Ça peut être, selon les cas, ça peut être une journée, voire une semaine. Mais tout de suite après, encore une fois, je repars de niveau de conscience. On reprend conscience qu'il faut passer à autre chose. Ça va vraiment dépendre, en fait, des stratégies d'adaptation. C'est ce que j'allais dire. Parce que, en fait, en tant que coach ou même thérapeute, on accompagne les personnes dans du vivant. Et il y a des phases dans ce vivant. Et en tant que coach, lorsqu'on est bien formé, on apprend à avoir des postures différentes en fonction des phases dans lesquelles se trouve. Il y a des phases dans lesquelles on peut être coach, en fait, on va dire motivateur, pour pouvoir actionner des actions. Mais il y a des fois, on a une posture plus de clarificateur, et il y a des fois où on est dans du coaching de l'être, où le but n'est pas là de les lancer dans des actions, mais plus de les accueillir dans ce qu'ils sont. Quand il y a une rupture, quand il y a une fin, il y a des phases de deuil à accompagner. Et là, en l'occurrence, la psychologie est clairement dans l'accompagnement de ça. Et il y a juste laisser le vivant, en fait, traverser la peine et accompagner dans l'acceptation de ce qui est, et déjà dans l'émotionnel. Voilà, et ça c'est essentiel. Et après, une fois qu'on se réactualise dans ce que l'on est, on passe, par exemple, je sais pas, une femme mariée, je suis mariée, c'est identitaire. La femme divorce, ou un homme, peu importe, elle divorce. Au niveau de l'identité, ça bouge. On n'est plus marié, je suis divorcée. Et ce cap-là, elle va dans les tripes, et elle a besoin, cette personne, de simplement être et de traverser ça avant de pouvoir après repasser à des actions et se développer, certes, voilà. Il y a des phases. Et comment les entreprises, elles peuvent intégrer ces pratiques de développement personnel pour améliorer le bien-être de leurs employés? Déjà, que ce soit l'échelle de l'individu ou même du collectif, une entreprise, c'est un regroupement d'humains. Donc, pareillement, c'est sa vie, une entreprise. Et il y a des phases aussi, de la même manière. C'est Hudson qui avait mis en évidence ces phases psychologiques. Il a pris la métaphore du vivant des saisons pour pouvoir évoquer justement qu'il y a des moments, par exemple l'été, où on est là, où on profite des fruits, on y va, on avance, on est dans l'action. Voilà, c'est du coaching d'objectifs, comment faire les choses. Ensuite, au bout d'un moment, cette espèce de lune de miel s'effondre. Il y a l'accompagnement. Et ça, même au niveau management, c'est important que les managers en aient conscience.
parce que en fonction de ce qui se vit dans l'entreprise, on les accompagne dans ces phases, dans la manière de manager, dans la manière de communiquer les informations au sein de l'entreprise. Donc ça s'accompagne en effet, sans revenir sur toutes les phases, parce que là il n'est pas le sujet de développer plus que ça. Il y a le fait de permettre à l'individu d'exister au sein du collectif, dans ce qu'il est. Donc, il y a des questions d'inclusion maintenant qu'on accompagne, du management inclusif. Ça fait partie de nos spécialités maintenant. Inclusif et bienveillant, un peu à la Google, en fait. Hein. Ils font partie des pionniers sur ces méthodes bienveillantes. Oui, et ça, on est très vigilant à le transmettre. Donc, l'individu puisse exister à part entière dans ce collectif et aussi accompagner le collectif pour qu'il puisse être dans ce que l'entreprise est en train de traverser. Là, clairement, la Covid, elle a mis un stop aux fruits. Là, il y a eu quelque chose qui est mort pour renaître au sein des entreprises, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, pour conclure très rapidement, que faire quand on ne se sent pas bien? Des astuces, des remèdes? On va faire rapidement un petit tour de table. Élodie? Alors, on se sent pas bien, on évalue alors l'intensité, la durée de nos symptômes et au besoin, déjà, dans un premier temps, on va voir son médecin traitant, on lui explique ce qui nous arrive, on évalue, on fait des bilans. Au besoin, on va voir un psychologue, un psychiatre. Et si c'est pas si terrible que ça, qu'on n'a pas vraiment de trouble, mais qu'on a besoin d'un petit coup de pouce, on peut éventuellement rencontrer un coach ou autre. On n'a pas parlé de spiritualité, mais c'est vrai que pour certaines personnes qui vont mal, la spiritualité est aussi une ressource. Totalement. En fait, la clé essentielle est de sortir de l'isolement et d'en parler. Voilà, d'en parler. Alors, bien sûr, il y a comme WeTalk, on propose ces solutions-là, mais il y a aussi en cabinet, comme tu viens d'expliquer, différents professionnels de la relation d'aide qui peuvent intervenir à différents stades de ce mal-être mental et de burn-out, de charge mentale. Cécile? Oui, pour rebondir sur la question de l'isolement, je pense qu'effectivement, ça c'est peut-être le premier pas, c'est de sortir de l'état d'isolement dans lequel on est et de mal-être, mais c'est pas si simple, c'est ce qu'on disait, et peut-être déjà se tourner vers ses personnes proches, c'est-à-dire la famille, les proches. Et quand j'entends parler du développement personnel, c'est à ça que ça me fait penser. Le développement personnel, ça semble être quelque chose qui a été finalement mis en place à défaut de cette perte de la relation sociale et peut-être de ce qui faisait tissu auparavant et qui aujourd'hui, on a perdu le bon sens et finalement le développement personnel vient un peu se substituer à ça d'une certaine manière. Donc peut-être déjà se reconnecter aux autres, mais aux autres proches de nous, quoi. Et Valérie? Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Cécile. Le développement personnel, c'est pas du tout la déconnexion. Ça n'a rien à voir parce que si avant, comme tu disais, on échangeait avec nos proches et la famille, on n'en serait pas là où nous sommes. Ça voudrait dire qu'on aurait tous évolué personnellement. Ça n'a rien à voir. Le développement personnel, c'est un travail personnel, d'individualisation et c'est un travail sur soi. Et pour faire le lien, voilà, ben oui, comme tu disais, Élodie, ne pas rester seul, comme vous disiez tous, ne pas rester seul, en parler, aller voir des gens compétents, des médecins conventionnés, mais faire les deux, parce que le médecin conventionné, c'est pas tout. Il faut aller voir aussi des gens, des coachs en développement personnel, voilà. Pour conclure, alors, la société nous en demande-t-elle trop ou ne nous imposons-nous pas un rythme trop important? Alors, pour conclure cette émission, c'est une bonne question. Peu importe que la stimulation soit intrinsèque ou extrinsèque, concrètement, on a besoin d'apprendre à s'alléger dans cette société où on est surstimulé. À s'adapter et trouver ces stratégies d'adaptation qui soient les plus bienveillantes et compassionnelles pour soi. Le challenge est vraiment de s'alléger. Donc, est-ce que... Oui, Oui, non, je pense qu'il faut... on ne peut pas de toute façon vivre sans la société. La société ne peut pas vivre sans nous. Donc il faut mais qu'on la vraie trouve un question, c'est est-ce équilibre. qu'elle nous en demande pas trop aujourd'hui Je ne sais pas si c'est elle qui nous en demande trop ou si c'est nous qui nous imposons parce qu'on y contribue aussi d'une certaine manière. Donc, comment trouver l'équilibre? La société, c'est nous qui la faisons aussi. C'est sûr, c'est nous, les futures générations, les jeunes d'aujourd'hui. Valérie? Moi, je dis que les gens épanouis ont du succès. Et ils sont dans le bonheur et il peut y avoir des gens qui ont du succès mais qui sont pas épanouis et donc ils passent à côté du bonheur. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Très bien. Eh bien, on va bientôt clôturer tranquillement cette émission. Effectivement, un petit mot encore peut-être juste sur le... Vas-y. Moi je parlais vraiment. On prend trop dans notre société les choses au sérieux. On se prend au sérieux et j'ai envie d'apporter juste cet éclairage.
faites les choses sérieusement sans vous prendre au sérieux. La vie passe très vite. Sincèrement, j'ai vu dans d'autres pays cette conscience-là. Et s'il y a bien un truc que moi j'ai aimé, voilà, c'est apprendre à sourire et à rire avec la vie, parce depuis il y a 50 ans en arrière, on riait je sais plus combien de fois plus qu'aujourd'hui. Et Charlie Chaplin a dit quelque chose, moi, que j'avais envie de noter, c'est l'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé mentale. Super. Eh bien, c'est un bon mot pour clôturer cette émission. Et on va continuer en vous demandant du coup votre mot de la fin, celui qui résumera cette émission, avant d'enchaîner après avec Faut qu'on en parle la suite, où on vous demandera d'autres choses. Donc, restez connectés. Donc, Sabrina, on avait Sabrina Pidolo, qui est formatrice et coach professionnelle, fondatrice d'Optimo Coaching à la Garde et Sherpa au sein de WeTalk. Merci. Et ton petit mot de la fin? Avec joie. Écoutez, vive la vie, profitez de ce passage court sur Terre. Ok, vive la vie alors. Nous avions Elodie Bonetto, qui est la Psy 3.0, qu'on peut retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Tu es donc psychologue. Oui, exactement. Alors moi, je dirais, écoutez ses besoins, ses limites, prendre soin de soi au quotidien. Cécile Gorin, qui est psychiatre, merci. Oui, alors moi je dirais peut-être ne pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire s'ouvrir à tout un tas d'épanouissements. Voilà. Donc panier, on retiendra. Panier, allez, panier. Et donc nous avions Valérie Avez, qui est donc présidente de l'association des professionnels de l'hypnose et de la PNL. Merci beaucoup Valérie d'être venue. Oui, merci de m'avoir invitée. Je rajoute que j'ai aussi, que je suis dirigeante aussi de l'école EI-PNL à Sanary-sur-Mer, et le mot de la fin pour moi ça sera connais-toi toi-même et tu connaîtras le bonheur des dieux. Parfait, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, Mylène. Nous on reprend tranquillement la main. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site internet, le www.fautquonenparle.fr. Il y a tous les podcasts des émissions, la chaîne YouTube aussi où il y a toutes les vidéos. Vous pourrez voir le stylo qui tombe de Sabrina, qu'on a bien vu. On a aussi le mur de l'info où tous les jours vous pouvez retrouver toutes les actualités de France, du monde, du Var, de où vous voulez. Donc restez bien connectés, www.fautquonenparle.fr. C'est le site que vous devez aller voir tous les jours pour vous sentir bien dans votre tête. C'est clair, voilà, je pense que le message est passé. Allez, on se retrouve à très bientôt. Très vite, n'oubliez pas, faut qu'on en parle la suite. Bye.